Il s'est passé beaucoup de choses cet été au Moyen-Orient, beaucoup de drames et tragédies. Mais on a voulu mettre un focus sur Gaza, cette guerre qui a duré pendant des semaines et des semaines, et qui est sans doute pas complètement terminée, loin s'en faut. Donc on a pensé qu'il serait intéressant de faire le point avec deux observateurs très concernés, très attentifs, et avec des profils très différents. Une jeune chercheuse, Leila Serra, qui a travaillé sur la question palestinienne, sur le Hamas en particulier, qui est chercheuse associée aux séries. Et puis Ivo Van Lamessusière, qui a un profil un peu différent, et qui est un diplomate qui a eu des responsabilités très importantes, comme patron de l'ANMO par exemple, ambassadeur de France, et surtout, ce qui je crois très important, c'est que Ivo Van Lamessusière est un diplomate engagé, il continue à réfléchir et à intervenir encore il n'y a pas très longtemps dans la presse. On va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que le débat va se dérouler en deux temps. D'abord, on va passer la parole à Ivo Van Lamessusière et à Leila Serra, et puis ensuite il y aura un débat avec vous tous. On va leur donner 20 minutes chacun, et ensuite eh bien, la discussion s'ouvrira. On va commencer par un regard plus général, plus global, avec Ivo Van Lamessusière, et ensuite un focus sur le Hamas, puisque Leila a travaillé plus précisément sur le Hamas. Voilà le schéma. Je laisse la parole à monsieur l'ambassadeur. Vous avez un micro qui, j'espère, marche. Et surtout si vous branchez. Voilà, ça ne fait pas trop d'écho. Ou alors je peux... Ah, si. La voix nulle, ça peut Bon, alors vous me dites si la voix porte suffisamment, je vais essayer. C'est une voix plutôt sourde. En tout cas, merci, je vous remercie de m'avoir invité à intervenir. C'est la deuxième fois. La première fois, c'était autour de la Tunisie, parce que j'ai eu une certaine expérience comme ambassadeur en Tunisie à la belle époque de Ben Ali. Et là, voilà que vous m'interpellez en quelque sorte sur un dossier que j'ai suivi tout au cours de ma carrière, quand je suis rentré, puisque je suis rentré à travers le dossier palestinien, à travers, disons, des événements tragiques et qui ont failli être tragiques aussi pour moi, lorsque j'étais affecté à Amman à la veille de Septembre Noir. Ce qui m'avait mis en contact pour la première fois avec les Palestiniens. Je crois qu'historiquement, effectivement, je suis le diplomate, même si c'était tout à fait officieux, qui a eu les premiers contacts avec les différentes branches de l'OLP. Et puis voilà aussi que j'étais le premier diplomate, mais j'étais sorti du Quai d'Orsay, qui a été en contact avec le Hamas à la demande du ministre de l'époque, M. Kouchner. Et alors voilà, donc j'ai suivi évidemment de très près cette nouvelle tragédie, se trouve en liaison très étroite avec les Leila Chaïd, puisqu'il se trouve que nous partageons un bout de hameau dans le sud, près d'Uzès. Et donc vous l'avez certainement entendu, parce qu'elle a été très sollicitée dans les médias. Et moi-même aussi, ça a été l'occasion, beaucoup moins qu'elle. Je préfère me faire rare, pour essayer de mieux faire, disons, passer les messages. Et j'ai eu l'occasion, c'est ce qui a amené, sans doute, vous a amené à me demander de participer à ce séminaire, à ce débat, parce que nous avons partagé des pages de Libération. Voilà. Donc, nous étions d'ailleurs complémentaires, et parce que j'avais ressenti, c'est moi qui l'ai proposé à Libération, de faire passer des messages à la veille de la conférence des ambassadeurs. Voilà. Donc, je pense que ça a apporté en partie, puisque tout ceci a été largement commenté par mes collègues qui suivent le monde arabe, mais pas uniquement aussi, parce qu'on peut s'interroger sur quelle politique de la France, quelle vision peut avoir la France sur l'ensemble du dossier israélo-palestinien. Mais je vais revenir sur l'analyse que je peux faire sur la situation à Gaza et cette nouvelle tragédie. Et alors, quand on voit disons les commentaires qui sont faits à travers les médias, à travers des chercheurs, et y compris en Israël d'ailleurs, sur l'impression qui ressort que à la fois les deux protagonistes partenaires, on pourrait dire, finalement, même s'il n'y a pas un dialogue direct, qui ont été pris dans un engrenage, qui les a amenés, disons, vers un conflit, une confrontation
que chacun d'entre eux ne souhaitait pas. C'est une partie de la vérité, probablement. Mais mon analyse, c'est que ce conflit était inévitable, compte tenu de la permanence du blocus, et puis aussi, il faut le dire aussi, disons, de la politique d'Israël, avec aucune perspective d'ouverture sur le blocus et sur l'ensemble, évidemment, du conflit israélo-palestinien. Et alors, je raconte souvent, je l'ai eu le souvenir, je vois qu'on m'a donné une plaquette de la Fédération internationale des droits de l'homme, et j'avais conduit une mission de la FIDH après le conflit de 2008-2009. On n'a pas pu rentrer à Gaza, ni du côté égyptien, c'était bloqué évidemment, ni du côté israélien, mais nous avons été reçus à la Knesset et nous avons été reçus au ministère israélien des Affaires étrangères. Et le directeur, je crois que c'était le directeur d'Europe, donc un haut fonctionnaire qui suit ce dossier-là, et à qui je posais la question, y a-t-il des perspectives de trouver une solution pour Gaza, parce qu'on était juste après le cessez-le-feu, et puis du conflit israélo-palestinien. La réponse a été tout à fait étonnante et surréaliste. Il nous a dit, nous nous préparons au prochain conflit. C'est le langage d'un diplomate. Et faisant une analyse qui semblait pertinente, parce que, disant, ben, finalement, le Hamas a été en partie affaibli, mais il va reconstruire ses moyens. Ça a été le cas, effectivement, c'est la situation. Et je me demande, si je devais rencontrer, mais j'ai pas eu l'occasion d'aller sur place, de revoir ces diplomates, j'ai comme l'impression, comme dirait la même chose. Il n'y a pas de perspective politique, on se prépare au nouveau conflit. Alors pour dire, donc on a beaucoup commenté dans les médias la dimension proprement militaire, pour faire un peu le bilan de ce conflit, et pour dire quelle est la justification, disons, du côté du Hamas ou du côté d'Israël qui les a amenés, disons, à la confrontation. Et bon, alors il y a eu les 3 jeunes Israéliens qui ont été assassinés, et on a accusé des jeunes qui n'ont pas été encore arrêtés, qui sont probablement de la mouvance du Hamas. Mais le Hamas, en tant que tel, n'avait pas intérêt à ce conflit, puisqu'il venait de former avec l'autorité palestinienne un gouvernement de consensus, salué par l'Union européenne et de manière plus surprenante par les États-Unis. Et moi, ça me rappelle, parce qu'il y avait déjà eu des tentatives de gouvernement de consensus d'union nationale totalement sabordées par les Américains à l'époque de Bush. Des pressions extrêmement fortes avaient été faites pour amener Mahmoud Abbas à reculer, ce qu'il a fait. Et là, ça n'a pas été le cas. Et donc, il y a quand même l'analyse politique qui, à laquelle, moi je pense, au sujet de laquelle, je dis souvent que pour Israël, ce gouvernement de consensus et d'union nationale était intolérable. Donc tout devait être fait pour, en quelque sorte, briser ce rapprochement et ce consensus. Et ce qu'il a fait, donc il y avait bien un objectif politique dans la confrontation menée par Israël, et donc qui a donné, on peut le dire, quelques résultats. Voilà, donc j'ai quand même l'impression, parce que je vais essayer de me projeter là tout à l'heure, donner des perspectives, on risque de se trouver dans quelques années, parce que je ne vois pas, disons, de perspective de solution s'agissant du blocus et s'agissant de la solution disons, du conflit israélo-arabe. Voilà, donc, alors en termes de bilan, là aussi, c'est l'impression qu'il y a un bilan de ce conflit qu'on peut estimer comme, on le dit souvent, perdant-perdant. Et donc, sur le plan militaire, le Hamas a été à l'évidence affaibli, à la fois les pertes humaines, donc, alors les pertes humaines civiles, surtout ça c'est le côté tout à fait tragique, ce sont les plus perdants, c'est la population civile, et sans doute les combattants ont eu beaucoup plus de pertes qu'en 2008-2009. Sur le plan militaire, c'est évident, mais on s'est aperçu, je crois que Israël a été très surpris par la sophistication de ce réseau de tunnels, et puis aussi avec des missiles plus sophistiqués. Une partie d'ailleurs est fabriquée sur place, parce qu'on dit ah ben, l'Iran fournit des missiles. Moi, à mon avis, c'est extrêmement limité. Il fournit peut-être des moyens financiers, mais tout ça, ces armements de plus en plus sophistiqués sont achetés, disons, on peut le dire, sur le marché noir en quelque sorte, hein, notamment à travers le Sinaï, hein, très probablement plus qu'à travers la mer. Donc,
Et alors voilà le bilan pour le Hamas. Du côté israélien, ça a été donc les pertes, on ne dit pas assez souvent, 10 fois plus importantes qu'en 2008-2009. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une réelle confrontation, c'est-à-dire le Hamas est allé à la confrontation directe avec l'armée israélienne, ce qui n'a pas été le cas en 2008-2009. Ce qui a fait que d'ailleurs le Hamas a perdu beaucoup en termes d'image, de prestige, au sein de la population de Gaza, parce qu'il ne s'était pas engagé. Là, il s'est engagé et il y a eu les pertes, donc aux alentours de 64 ou 65 morts du côté israélien. Voilà, donc, en termes de bilan, alors venons sur le plan politique et diplomatique, donc on peut dire qu'Israël a réussi dans son objectif qui était donc la disjonction Hamas-Fatah autorité palestinienne, parce qu'on voit bien qu'on est de nouveau dans une crise de relations entre l'autorité palestinienne et le Hamas. Et on voit mal comment ce gouvernement de consensus peut réellement se mettre en place, parce que la perception sur le plan, même si ce n'est pas la réalité, mais c'est au moins la perception, chez d'ailleurs le Hamas, qui a crié victoire, vous avez vu de quelle manière, lorsqu'il y a eu le cessez-le-feu, et il y a au sein de la population, on a vu le prestige du Hamas qui s'est renforcé, son image s'est renforcée. Alors, maintenant, il y a des exigences, donc vis-à-vis d'Israël, on a vu des négociations qui vont se poursuivre parce qu'il faut consolider le cessez-le-feu, mais vis-à-vis de l'autorité palestinienne. Et on a vu donc l'agacement de Mahmoud Abbas vis-à-vis du Hamas, et notamment parce que la perspective pour consolider le cessez-le-feu, c'est, je pense, l'enjeu des négociations actuelles, c'est l'installation de l'autorité palestinienne telle qu'elle a été prévue par les accords récents du mois de juin, l'installation donc de l'autorité palestinienne à travers ses forces de police, notamment à la frontière égyptienne. Donc c'est là où il y a des exigences du Hamas qui, à mon avis, là, se trompe parce qu'il risque de faire la politique du pire, là aussi, et donc ce prestige qu'il a eu peut, disons, redescendre. Et bien c'est la même chose pour Netanyahou. Pour Netanyahou, on voit bien qu'il a eu des difficultés avec sa coalition, parce que maintenant Netanyahou, il ne faut pas se tromper, il apparaît au centre. Ça paraît, quand on se renvoie à quelques années, c'était la droite voire l'extrême droite, mais maintenant il est quasiment au centre. Et il y a donc les formations radicales israéliennes qui lui ont reproché de ne pas avoir été jusqu'au bout pour éradiquer le Hamas. Si ça avait été le cas, ça aurait été tragique, et encore beaucoup plus tragique, y compris pour Israël, évidemment pour la population aussi palestinienne de Gaza. Et aussi, je pense que sur le plan, c'est peut-être plus difficile d'analyser, international, l'image d'Israël en a pris un coup. Et bien, du fait parce que c'est la force des images, et de voir, disons, les moyens qui ont été utilisés par Tzahal, et donc les milliers de morts, là aussi, enfin vous avez tous les bilans, c'est pas la peine d'y revenir, et puis aussi les images, en dehors des pertes humaines, Gaza fait penser à Grozny. On pourrait faire, disons, faire passer les images, parce que c'est la méthode donc israélienne, et d'ailleurs ce qui est très intéressant sur le plan militaire, à la FIDH nous avions rencontré un officier de Tzahal, qui travaille avec cette ONG qui est bien connue, des droits de l'homme, qui s'appelle B'Tselem. Certains d'entre vous, vous la connaissez. Un officier à la retraite, et qui a dit maintenant les méthodes ont changé. Tzahal n'est plus le Tzahal de l'époque, c'est-à-dire il n'y a plus le même code d'honneur en quelque sorte. Parce qu'il y a, entre autres, me disait-il, des officiers d'origine russe, mais qui agissent comme les Russes agissent en Tchétchénie et à Kursk. Alors voilà, donc je ne voudrais pas dépasser mon temps. Et voilà, donc, quand on voit l'image donc à l'extérieur, plus particulièrement en Europe, du fait des nombreuses pertes civiles et des destructions, la déclaration de Laurent Fabius, bon, certains l'estiment tardive, mais enfin, c'est quand même une déclaration forte. D'ailleurs, je me demande comment s'est fait le lien entre le ministère des Affaires étrangères et l'Élysée, compte tenu de la première déclaration du président de la République. Il en a choqué plus d'un. Et j'ai l'impression que si c'était à refaire, il ne le referait pas. Bon, c'était... Alors, la déclaration de Fabius, la sécurité d'Israël ne doit pas l'autoriser à massacrer des populations civiles. Donc, elle est représentative des nombreuses réactions aussi en Europe, au sein de l'opinion, et aussi parmi les gouvernements, même si, globalement, l'Europe reste plutôt prudente. Alors, sur les perspectives... Donc, on peut s'attendre à une consolidation du cessez-le-feu et une levée très partielle du blocus, hein, très bien. Donc, peut-être y aura-t-il une réactivation du dispositif de contrôle européen. Je crois que la France y réfléchit, notamment avec les Britanniques et les Allemands.
c'est ce qu'on appelle, on en parle assez peu, ce dispositif EBAM, donc qui avait été installé en 2005 lorsque Sharon a décidé, sans concertation réelle avec l'autorité palestinienne, d'évacuer Gaza. C'était un dispositif donc de contrôle qui était à la frontière égyptienne. Et alors voilà, il en est, c'est une perspective. Donc la négociation, donc actuellement, je ne sais pas où ils en sont, si on est informé d'ailleurs, la France, enfin le ministère des Affaires étrangères, un déploiement des forces de sécurité, je disais, de l'autorité palestinienne. Alors, ce qui est intéressant, vous avez remarqué que bon, chacun avait des exigences extrêmement fortes. Du côté du Hamas, c'était la fin du blocus, c'était la libération des responsables du Hamas, de ceux qui avaient été libérés en échange du soldat Shalit, et c'était aussi de pouvoir permettre aux pêcheurs de pouvoir pêcher au-delà d'une limite extrêmement restrictive, et la construction d'un port et d'un aéroport. Alors, ils ont mis la barre très haut, comme Israël a mis la barre très haut en parlant de la démilitarisation. Alors curieusement, il semble qu'on n'en parle plus vraiment, parce que c'est pas réaliste. Vous imaginez n'importe quel mouvement que nous, on peut qualifier de terroriste, je veux dire les Européens, je dis nous en général, et les Américains, et les, bien entendu les Israéliens, mais qui s'autoproclament, et c'est la perception un peu partout, chez les Palestiniens et dans les pays arabes, mouvement de résistance. Vous connaissez dans l'histoire un mouvement de résistance, alors qu'il existe toujours, même s'il a été affaibli, se débarrassant de ces armes. Alors il peut y avoir un certain contrôle et d'éviter effectivement qu'il y ait cette contrebande à travers les tunnels, mais je dis au passage, les tunnels, c'est un business. Le Hamas, qui taxe, bien entendu, ce sont des revenus, et si le blocus continue, les tunnels vont se reconstruire. Ils n'ont été que partiellement détruits du côté israélien, mais à l'intérieur de Gaza, ils existent toujours pour beaucoup d'entre eux, et du côté du Sinaï, vous pouvez, ça, certains, même si beaucoup ont été fermés par les nouvelles autorités et de Sissi, parce qu'ils avaient des problèmes avec le Hamas, avec la mouvance des frères musulmans en général, et tout ça repartira. Alors voilà, donc on verra. Alors, pour parler des diplomaties occidentales, donc ce que je disais dans la tribune dans Libération, elles sont apparues, c'est vrai, désemparées devant le déclenchement de la nouvelle guerre de Gaza, alors qu'elle était prévisible. Alors je dis que la diplomatie, le cœur de la diplomatie, c'est d'abord l'analyse et la prévision. C'était, moi je vais lancer quelques alertes. D'ailleurs, c'est comme en 2008-2009, je suis toujours l'annonceur de mauvaises nouvelles. Il va y avoir nécessairement un nouveau... Il faut l'élément déclencheur. Il est arrivé à travers le meurtre de ces 3 jeunes Israéliens, mais il aurait été déclenché d'une manière ou d'une autre. Alors, et puis il y a aussi les diplomaties, les opinions, cette grande faculté à zapper les événements et les tragédies. Et qui fait qu'on a considéré à tort que le conflit israélo-palestinien devenait marginal et ne faisait pas partie, disons, des conflits majeurs, et que même s'il y avait du côté de Gaza ou en Cisjordanie des événements et des troubles, on pouvait les régler, c'est ce que disent les stratèges, comme un conflit de basse intensité. Il suffit de taper dessus, puis après... Et ça revient toujours. Et je suis très inquiet pour l'avenir, non seulement pour Gaza, ça demandera du temps, parce qu'il faut reconstituer ses forces, mais du côté de la Cisjordanie, on a vu aussi, et même parmi aussi les Arabes palestiniens, israéliens aussi, où il y a eu une agitation peut-être un peu plus forte. Alors voilà, donc il serait très bien de s'occuper de la Syrie et de l'Irak. Je crois qu'on a raison, et je suis de ceux qui pensent même ça, qu'on a peut-être raison aussi, disons, d'intervenir sur le plan militaire compte tenu de ce qui s'est passé là au Kurdistan vis-à-vis de ces minorités. Alors, s'agissant, disons, de cette priorité, moi ce qui m'a frappé dans le discours, j'ai bien analysé les discours, c'est le rôle d'un diplomate, et même les discours, les allocutions de nos présidents, chefs de gouvernement et ministres. Très intéressant, le préambule du discours du président de la République, parce que j'étais présent, c'était, il a décliné quels sont les grands événements, les tragédies qui ont marqué l'été. Il a parlé de la Syrie, il a parlé de l'Irak, il a eu raison d'en parler. Il a parlé de l'Ukraine, il a eu raison d'en parler. Il a parlé aussi d'une autre tragédie qui s'annonce, c'est l'épidémie Ebola. Pas un mot sur Gaza. Alors quand il a fait un tour d'horizon mondial, bien entendu, il est revenu sur Gaza et aussi la perspective d'une solution du conflit israélo-palestinien. Mais c'est quand même très significatif. Vous voyez, donc, encore une fois, on considère que, c'était le titre de ma tribune, que ce conflit israélo-palestinien, depuis les révolutions arabes, est devenu secondaire. Quelle erreur d'analyse et quelle erreur de perspective.
Voilà, donc, alors, pour finir, donc l'Europe, et plus particulièrement la France, que je dis, elle a eu, parce que c'est la tradition de la France, alors on peut dire, on peut en changer, qu'on appelle gaulo-mitterrandienne, de faire du conflit israélo-palestinien une des priorités de la politique étrangère de la France. La France a toujours été précurseur. La preuve, c'est que nous avons été les premiers à avoir été en contact avec l'OLP. Vous savez de ça, dans quelles conditions. Et maintenant, on voit très bien que tout le monde dialogue avec l'OLP. J'aurais imaginé que vous avez été envoyé en mission, même si c'était plus officieux qu'officiel, et je n'avais pas de message clair du gouvernement pour discuter avec le Hamas. Et finalement, on arrive, le Hamas discute avec Israël, pas directement, ils sont dans les couloirs, ce qui s'est passé au Caire. C'est donc, non seulement c'est un ennemi, mais c'est un partenaire. Et donc, il était intéressant, ne serait-ce que pour les faire évoluer. C'était l'objectif aussi que je m'étais fixé, de les faire évoluer sur leur charte, etc. Et on voit, pour le Hamas que j'ai rencontré, moi, en 2008-2009, n'est plus le même Hamas, et ça, peut-être, Leïla le dira, parce qu'elle suit beaucoup mieux. Ça, les textes, les déclarations, ce n'est plus le même. Et maintenant, de manière plus claire, c'était l'objectif de cette mission, c'était, disons, non pas de reconnaître officiellement Israël, et d'ailleurs le Fatah, il faut le savoir, ne le reconnaît pas, Israël, c'est l'OLP. Et le fait qu'il rentre aussi, il y a eu des déclarations notamment de Khaled Meshal, le chef du bureau politique, et aussi, moi je l'ai entendu, mais je lui disais à Ismaël Haniyeh et à Mahmoud Zahar, qui sont toujours des responsables politiques très pragmatiques, mais saisissaient l'occasion sans pression de dire qu'il y a Israël qui est là à côté de nous, et ce que nous voulons, c'est de retrouver la Palestine dans les frontières de 1967. Ce qui a été dit finalement, il y a eu la mission de Carter. Donc, tout ça montre une évolution. Et le fait qu'il y a eu cet accord de consensus, quand on regarde les accords, c'est une manière de reconnaissance indirecte d'Israël, des accords d'Oslo, etc. Donc on voit bien qu'il y a une évolution. Alors on voit certains, malheureusement même en France, dans certaines tribunes, où on qualifie, on met le Hamas au même titre que Daesh, le mouvement islamique, très bien. Donc c'est quand même... Alors, donc il y aurait un intérêt à discuter plutôt... Alors, vous voyez, ce qui m'a beaucoup choqué dans la diplomatie, c'est que, et même Mahmoud Abbas, même les Américains, qui ont désigné la France pour parler au Qatar, parce que le Qatar a des relations avec le Hamas. C'est quand même pas l'interlocuteur le plus fiable, le Qatar. Et alors, autant avoir une discussion, mais évidemment, qui sont discrètes, voire secrètes, mais leur parler pour les faire évoluer, pour les mettre devant leur réalité. Alors voilà, donc, pour revenir finalement, la solution, disons, on se penche sur Gaza, c'est normal, sur la reconstruction, prenez compte, là, on va reconstruire, mais pour la 3e fois. Hein. Alors là, bon. Mais s'il y a une perspective de solution de Gaza, il faut le mettre dans une perspective globale. Sauf aller dans le sens de la stratégie d'Israël, qui est de séparer Gaza du reste de la Cisjordanie. C'est ce qui leur apparaît intolérable. L'Union, ils feront tout pour la casser. Et finalement, indirectement, rentre dans ce jeu. Donc, il faut aller... Moi, j'avais apprécié la déclaration de Laurent Fabius quand il a évoqué la paix imposée. Il y a beaucoup aussi de personnalités israéliennes importantes qui disent la paix imposée. Il faut changer de méthode. Les négociations bilatérales n'ont plus de sens. On pouvait annoncer, moi j'en avais de 16 dans les notes, je vais vous dire ce qui va se passer pour Annapolis, ça a été l'échec, pour l'exercice Kerry, ça a été l'échec, je vais vous raconter, j'étais dans l'accompagnement du président de la République dans son visite d'État en Israël et en Palestine. J'y étais non pas en tant qu'ancien diplomate, mais président de la mission laïque, parce qu'il y a des perspectives de créer des établissements dans les territoires. Mais j'étais présent à la Knesset, et j'étais présent au dîner d'État qui était offert par le président. Et Shimon Peres à l'époque. Et j'étais à côté d'un responsable des négociations israélien, quelqu'un s'est présenté à moi, je suis un ancien du Mossad, et je suis au cœur des négociations. Alors, il ne savait pas qui j'étais. Vous me voyez comme président de la mission laïque. Alors je lui ai dit, mais où est-ce que vous en êtes dans les très optimistes, on va déboucher. Ah ben, je dis, c'est formidable. Et vos relations avec vos interlocuteurs palestiniens, vous savez ce qu'il m'a dit? Nous n'avons pas d'interlocuteur palestinien. Alors à ce moment-là, j'ai sauté sur ma chaise et je lui ai dit, voilà qui je suis. J'ai suivi ce dossier-là pendant des années. C'est ce qu'on disait à propos de Yasser Arafat. Nous n'avons pas d'interlocuteur. Mais là, vous avez l'interlocuteur le plus souple. Alors,
cher monsieur, je vais vous dire ce qui va se passer. C'est-à-dire, ce qui se passe, ces exercices là, successifs, ces cycles de négociation de clarté, c'est la négociation pour la négociation, c'est un objectif en soi. L'objectif, ce n'est pas la solution. Et donc, ça va capoter. C'est au mois de juin, nous étions à 3 mois, je crois, et donc ça ne va déboucher sur rien. Donc, il faut changer de méthode. Et alors, je vois que les Américains relancent ce cycle de négociation. Le président de la République a dit, ben voilà, il faudrait lancer les négociations, et puis on verra si ça ne marche pas, peut-être d'autres méthodes. Mais ça ne va pas marcher, c'est évident. Voilà, donc il faut aller vers la paix imposée. C'était la phrase prononcée par Laurent Fabius, et qui n'a pas élaboré, donc il faut élaborer. Et donc, dans la tribune que vous avez publiée, donner quelques éléments. Il faut changer donc de méthode et d'enceinte. Il faut supprimer le quartet, qui n'a aucun intérêt. Il faut voir, et c'est un vrai scandale d'ailleurs, parce que ça coûte après tout, de voir Tony Blair. Tony Blair, moi je connais ses proches, je le vois de temps en temps, il est occupé à ses affaires. Et il ne s'occupe pas véritablement du quartet. Donc il n'a plus de sens. Il faut aller vers les Nations Unies, retourner vers l'ONU. Et qu'est-ce qu'on attend de la France? C'est le dernier message, qu'elle dise le droit international, ce qu'elle a toujours dit. J'ai trouvé véritablement scandaleux qu'il y ait eu l'abstention de la France au Conseil des droits de l'homme, à l'ONU, et qui, chaque fois que la France, si elle va vers le haut, elle entraîne vers le haut, comme pour la reconnaissance de la Palestine comme État non membre il y a au mois de septembre dernier, donc il y a une année, elle a entraîné vers le haut, on a hésité au début, et là elle a entraîné tous les Européens vers le bas, qui se sont tous abstenus. Alors voilà, c'est l'un des messages, à ce que ça apportera. Alors on verra bien la prochaine échéance, et peut-être ce sera l'occasion d'une définition d'une politique française, voire européenne, ce sera à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU, parce que là, d'après ce que je comprends des interlocuteurs palestiniens, c'est que Mahmoud Abbas va faire un grand discours, je crois que c'est le 27 septembre, et il va faire appel au Conseil de sécurité pour que le Conseil de sécurité fixe de manière très claire et définitive une date, disons, de fin des négociations sur la base du retour aux frontières de 1967. Et il a dit, je ne suis pas sûr que ce soit explicite, mais on le comprend, parce qu'il y a la perspective évidemment d'un veto américain. Alors à ce moment-là, il y aura adhésion de l'autorité palestinienne à l'ensemble des structures des Nations Unies, donc ça peut être l'ONU, et au-delà, il a dit, je crois, à la Cour pénale internationale. Et donc là, ce sera extrêmement douloureux pour Israël. C'est ce qu'Israël craint le plus, la Cour pénale internationale. Voilà, écoutez, je vous ai donné, ça peut-être été un peu long, et puis, avant de laisser avant de passer la parole à Vincent, juste rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez évoqué le discours de François Hollande devant la Knesset. Or, devant la Knesset, oui, j'y étais, et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il n'y a pas eu un mot sur le droit international. Et je me suis donc adressé aux diplomates qui étaient à côté de nous, je leur ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas mis dans le discours le droit international? Les diplomates m'ont répondu ceci, on y a pensé. Ce qui m'a fait plaisir. Et ils ont ajouté, mais on ne voulait pas que ça puisse créer des difficultés au sein de la Knesset. Et il y a eu une phrase qui était tout de même très importante. On sortait de la Knesset, moi ça m'a beaucoup choqué, vous étiez encore plus choqués je crois. C'était une phrase qui était de dire on a réussi à ne pas faire de vagues. La position française à la Knesset consistait à ne pas vouloir faire de vagues. Donc je crois qu'il faut bien voir l'importance de l'infléchissement de la position française. Et je me permettrai une question, comme vous avez une expérience de diplomate, je n'ai pas compris en tant que citoyen lambda comment pendant toute cette période, justement le droit international n'a pas été sollicité, et surtout, c'était un peu la même chose, pourquoi le Conseil de sécurité à aucun moment n'est intervenu. On a eu des déclarations assez fortes de notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, quand il dit on va imposer, mais c'est le genre de discours qui quelque part est choquant, parce que imposer et ensuite plus rien, silence radio. Donc est-ce qu'il y a eu quelque chose en direction du Conseil de sécurité, et selon vous, pourquoi est-ce que le Conseil de sécurité,
qui peut intervenir quelquefois très vite sur d'autres questions beaucoup moins importantes, pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu le Conseil de sécurité dans cette période? Sauf une déclaration présidentielle, mais c'est autre chose. Oui, ça. on n'a pas entendu le Conseil de sécurité, on verra bien ce qui va se passer là au mois de septembre. Je ne crois pas que ça débouchera sur quelque chose qui est le veto américain. C'est parce que la diplomatie française dit ça ne sert à rien parce qu'il y aura un veto américain. Voilà, c'est ça. Et voilà. Alors, oui. Alors pour revenir au discours de la Knesset, heureusement que nous étions là dans l'avion. Parce que je voyais les conseillers de président, je trouve que je les connais, puisqu'ils étaient mes collaborateurs il y a quelques années, c'est comme ça, et puis excellent, hein, ceux qui s'occupent des prochains. J'ai voyé ça, je dis, qu'est-ce qui se passe? Nous en sommes à la 15e version du discours de la Knesset. Et alors, je dis attention, alors j'aime bien faire un peu de provocation, puisque nous avions fait à plusieurs anciens ambassadeurs une tribune, hein, pour, à la veille. Il serait dans l'avion. C'est comme un tract. Et puis il y avait même, voilà, il y avait aussi les membres du CRIF, tout à fait honorables, etc. Et qui ont regardé. Et puis j'ai dit, j'ai un autre discours, c'est la poche droite, c'est le discours de Nicolas Sarkozy à la Knesset. Et vous savez qu'il y a eu une avancée, parce que pour la première fois un chef d'État européen, et c'était Nicolas Sarkozy, a parlé de Jérusalem, capitale de deux États. Et ça a débouché, et ça c'est véritablement la diplomatie française, depuis la déclaration de Venise de 1980, d'inspiration française, la déclaration de Berlin de 1999 sur l'État palestinien viable et démocratique, ça a été élaboré dans la direction, repris et repris par les Européens. 2000, c'était 2005, donc la déclaration sur Jérusalem, capitale de l'État, d'inspiration française. Et ils ont failli ne pas le mettre, parce qu'on ne voulait pas faire de vagues, parce qu'il y a eu un peu de vagues quand Nicolas Sarkozy a prononcé ses discours, quelques députés sont sortis. Et là, on craignait, alors je dis, mais alors là, c'est une régression totale. Si véritablement on ne parle pas de Jérusalem, on ne parle pas d'économie. Il en a parlé. Et c'est le président qui a donné donc son feu vert. Et il y a eu beaucoup de ces mais aucune référence au droit international. Mais alors, aucune référence au droit international. Et c'est la marque française, bien entendu, de dire le droit, de dire le droit international, rappelé par la 4e Convention de Genève, là aussi, hein, sur la protection des populations sous occupation. Ben, on n'en parle plus. Et donc, voilà. Sauf que, dernière chose, ça évolue. Et je crois que c'est dans la petite, m'a-t-on dit, la petite plaquette de la FIDH, sur les positions européennes, puisqu'il y a eu quand même une petite avancée, mais qui est quand même très symbolique, qui a beaucoup choqué l'Israël concernant la colonisation. C'est une mise en garde qui a été faite, c'est sur le site du Quai d'Orsay, aux investisseurs, aux entreprises françaises qui agissent dans les colonies, pour dire les risques qu'ils encourent sur le plan du droit et du droit international. Bien, merci. Je passe la parole à la Sora. Vous avez 25 minutes. Je crois que je suis... Essayez, essayez, oui. Ça va finir par marcher. Ça va aller? Oui. Allez-y. Et je peux aussi parler... Bon, si vous préférez le micro? J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Parlez fort, parlez fort. D'accord. Bonsoir à tous. C'est bon. Je remercie M. Aubin Damisuzère pour son exposé très intéressant. Je vais essayer, je vais être obligée de reparler de certains points qui ont été soulevés par M. Aubin Damisuzère, qui a un écho terrible. Notamment la question effectivement des responsabilités dans le déclenchement du conflit, la question du bilan, la question du vainqueur, perdant, etc. Cette opération a fait l'objet de vifs débats, notamment sur la question de l'utilisation par le Hamas de boucliers humains, la question de savoir si Israël ou non ciblait délibérément des cibles civiles. Enfin, il y a un certain nombre de questions comme ça, la question aussi du concept, est-ce que les Israéliens n'ont pas choisi de tuer délibérément aussi leurs soldats s'ils ont l'impression que leurs soldats... Il y a un nez. Bon. Allez-y, quelqu'un de règle derrière nous là, ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc je vais tâcher de soulever aussi d'autres questions et de m'attarder notamment sur la place des permanences et des ruptures. En fait, la question au centre de mon exposé sera de savoir si est-ce que cette opération bordure protectrice, baptisée par les Israéliens bordure protectrice, s'inscrit dans le continuum des opérations précédentes, plomb durci, pilier de défense, donc en 2008 et 2012, ou est-ce qu'au contraire, elle représente une rupture
et donc en ce sens invite à formuler de nouvelles hypothèses et de nouvelles pistes de réflexion. Donc je commencerai par présenter 4 points qui me semblent essentiels et qui s'inscrivent dans qui confirment la permanence. Ces 4 points sont donc en premier lieu la responsabilité dans le déclenchement du conflit. Deuxième point qui me paraît important et qui confirme cette permanence, la question de la place et du rôle des autres factions de résistance à Gaza dans les hostilités, enfin pas dans le déclenchement directement, mais dans le fait que cette guerre ait été prolongée. Troisième point, l'impact du processus de décision interne au Hamas dans l'évolution effectivement aussi des discussions qui ont été menées au Caire. Et dernier point, la nécessité de remettre en cause le discours de victoire militaire et politique du Hamas. Ensuite, brièvement, je parlerai un petit peu de l'Égypte, puisque aussi il y a eu pas mal de polémiques autour du rôle de la nouvelle administration égyptienne dans le prolongement et l'aggravation de la situation. Et enfin, je terminerai par des considérations plutôt internes à la scène politique palestinienne, en montrant en quoi cette opération, donc bordure protectrice, a accentué le clivage entre le Fatah et le Hamas. Donc tout d'abord la question des responsabilités dans le déclenchement des hostilités. Il me semble en effet que cette question, il s'agit largement d'une permanence donc, par rapport aux opérations précédentes, comme plomb durci ou bouclier de défense, que là encore on retrouve une dynamique assez similaire. D'abord provocation israélienne donc la provocation israélienne ça peut être une incursion militaire, ça peut être un assassinat ciblé, donc toujours priorité par une provocation israélienne, et ensuite réponse du Hamas qui lui aussi dans une certaine conjoncture peut chercher à réaliser un certain nombre d'intérêts. Donc en ce sens, je vous rejoins tout à fait sur la lecture de l'inévitabilité du conflit quand les deux acteurs, donc Israël et le Hamas, ont des intérêts communs à voir un conflit se déclencher, la guerre est inévitable. Par exemple, donc, si l'on prend 2008-2009 ou 2012, pilier de défense en novembre 2012, dans les deux cas, c'était donc une provocation israélienne plomb durci en 2008, c'était le 4 novembre 2008, si je me souviens bien. Les Israéliens avaient assassiné 6 militants de la branche militaire, branche armée du Hamas. 2012, le 14 novembre, les Israéliens avaient assassiné le chef de la branche armée du Hamas, Ahmad Jabari. Donc dans ces deux cas, provocation israélienne à laquelle le Hamas va évidemment répondre parce que lui aussi cherche à réaliser un certain nombre d'intérêts, notamment affaiblir la position de Mahmoud Abbas. Qui, par exemple, en novembre 2012, était, comme on le rappelle, à l'ONU, présent dans une démarche pour faire reconnaître la Palestine comme un État observateur non membre. Et donc, en ce sens, Israël et le Hamas avaient tous les deux intérêt à déclencher une nouvelle guerre. L'opération donc bordure protectrice, là encore, donc, il s'agit d'une provocation israélienne qui ne s'est pas illustrée par une attaque directement sur Gaza, mais qui a d'abord concerné la Cisjordanie. Alors, au cours du mois de juin, en réponse à ce que les Israéliens ont considéré comme réponse à l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens en Cisjordanie, Israël déclenche une campagne militaire en Cisjordanie, arrête de nombreux militants du Hamas, et puis poursuit son opération militaire dans la bande de Gaza. Donc, une fois encore, on note la même dynamique, provocation israélienne, qui cette fois ne cherchait pas directement à minimiser et à affaiblir Mahmoud Abbas, mais s'inscrivait directement contre, et là je vous rejoins également sur votre lecture, contre le gouvernement d'union nationale. Donc les Israéliens n'ont pas accepté ce gouvernement encore moins que les réconciliations précédentes, parce que pour la première fois, cette réconciliation avait été reconnue, la formation d'un nouveau cabinet par Mahmoud Abbas avait été reconnue par l'Union européenne et les États-Unis, parce que ce nouveau cabinet, il n'y avait aucun membre directement du Hamas qui faisait partie de ce nouveau cabinet, contrairement aux réconciliations qui avaient eu lieu en 2007, où Ismaël Haniyeh était resté Premier ministre, etc.
ce gouvernement est pour la première fois reconnu, et donc là, les Israéliens s'attaquent d'abord à la Cisjordanie, puis à Gaza, et on voit notamment que les Israéliens se sont opposés au fait que les 3 ministres résidant à Gaza se rendent à Ramallah pour prêter serment, et se sont également opposés au versement du salaire des fonctionnaires. Donc ça, c'est une question très importante, puisque le Hamas ne pouvait plus payer ses fonctionnaires, et c'est 55 000 fonctionnaires de son gouvernement qui ne sont donc pas affiliés au Fatah, mais qui sont affiliés au Hamas avec son ancien gouvernement, donc le gouvernement qui avait été géré par le Hamas entre 2007 et le dernier accord. Le Hamas ne pouvant plus payer ses fonctionnaires, il s'agissait pour le Hamas de trouver une solution pour acheminer les fonds, et pour, donc, à travers cette réconciliation, le Hamas cherchait à continuer de gérer administrativement la bande de Gaza. Voilà, il y a tout un débat sur, évidemment, est-ce que le Hamas avait intérêt ou non cette fois à participer au conflit, puisque évidemment il avait plutôt signé cet accord de réconciliation, donc c'est toujours un peu plus délicat de dire il cherchait l'affrontement, puisqu'il avait plutôt cherché la réconciliation pour sortir de cette impasse économique. Cette impasse qui, après la réconciliation, a perduré, puisque les Israéliens se sont opposés au versement du salaire des fonctionnaires. C'est le Qatar qui avait proposé à Mahmoud Abbas de payer ses fonctionnaires, et une fois de plus, les Israéliens ont fait pression sur Mahmoud Abbas pour ne pas qu'il verse le salaire de ses fonctionnaires, en toujours sortant la même carte de si vous payez ou si vous vous réconciliez avec le Hamas, on ne vous rendra pas, on ne vous reversera pas les taxes que l'on récolte tous les mois pour vous, et ces taxes représentent 1/3 du budget de l'autorité palestinienne de Ramallah. Donc, toujours un petit peu compliqué, mais évidemment, comme la réconciliation n'a pas mené au résultat escompté pour le Hamas, il n'est pas totalement négligeable de penser que le Hamas aurait pu aussi chercher la surenchère, ou en tout cas participer à l'escalade, puisque par les moyens de la réconciliation, il ne pouvait pas sortir de son impasse, donc on essaie plutôt par les moyens de la lutte armée de changer le statu quo, que ce soit à travers l'Égypte, ou trouver un moyen en tout cas de sortir de cette impasse. Le deuxième aspect qui me semble aussi être conforter cette hypothèse de la permanence, c'est la présence des autres factions armées et le rôle des autres factions armées dans la bande de Gaza. Depuis 2007, le Hamas avait tout mis en œuvre pour limiter et essayer d'empêcher les autres factions, donc que ce soit le djihad islamique ou les salafistes, de tirer des roquettes vers Israël. Donc, pour assurer au mieux sa domination de la bande de Gaza, il empêchait ces autres factions de lancer des projectiles, mais du coup, il était dans un dilemme assez inconfortable, qui était celui souvent en off, certains dirigeants du Hamas admettent qu'ils sont dans un dilemme qui est celui de empêcher les factions de résistance. Ils sont en fait... soit ils empêchent les factions de résistance de tirer, soit ils participent à la résistance, mais dans les deux cas, ça porte atteinte au projet du Hamas, puisque le Hamas cherche à se renforcer dans la bande de Gaza, donc il doit à ce moment-là limiter toute velléité de participer à la lutte armée, mais s'il empêche les autres factions de résistance de lancer des projectiles, il passe pour un mouvement collaborateur, en tout cas de l'État hébreu, et donc il est dans ce dilemme-là. Ce dilemme qui, déjà en 2011-2012, même le Shin Bet et les autorités israéliennes reconnaissent que la plupart des projectiles qui avaient été lancés sur l'État d'Israël étaient des projectiles qui avaient été lancés de la part d'autres factions et pas du Hamas. Avant l'assassinat de Ahmad Jabali, donc en 2012, la totalité des roquettes qui avaient été lancées au cours du mois d'octobre et novembre vers Israël ne sont pas des roquettes qui avaient été lancées par le Hamas. Donc une fois encore, je crois que cette dernière opération, Bordure Protectrice, elle met à jour un type assez similaire de mécanisme, puisque le 5 août, alors qu'il y avait eu une tentative de cessez-le-feu, et que pour 72 heures, je crois, les factions palestiniennes s'étaient mis d'accord pour un cessez-le-feu, 3 jours plus tard, le 8 août, le cessez-le-feu est rompu, parce que les brigades, alors cette fois du FPLP, donc les brigades Ali Mustafa, envoient 3 roquettes sur Israël. Donc il semble que la trêve a été rompue par les factions palestiniennes, mais qui ne sont ni de la part de la branche armée du Hamas, ni de celle du djihad islamique. Deuxième moment aussi au cours de cette opération Bordure Protectrice,
La trêve qui a duré plusieurs jours, cette fois entre le 14 et le 18 août, a également été rompue par des factions, des projectiles lancés par ni le Hamas ni le djihad islamique. Et c'est ces projectiles qui ont servi de prétexte à la délégation israélienne au Caire de quitter la table des négociations en disant nous ne négocions pas sous le feu et donc nous quittons la table des négociations. Il semble que le Hamas et le djihad islamique étaient dans une situation un petit peu embarrassante puisqu'ils cherchaient à tout prix à prolonger les négociations et là encore ce sont d'autres factions qui ont tiré des projectiles. Donc bon, évidemment on peut aussi émettre l'hypothèse que le Hamas ait pu instrumentaliser ces autres factions à Gaza pour laisser le doute, laisser planer le doute, c'est-à-dire la trêve est rompue mais c'est pas nous qui l'avons rompue. Donc ça c'est une hypothèse effectivement qu'il faut prendre en compte. Le troisième aspect qui me semble intéressant de souligner, c'est la question du rôle du processus de décision interne au Hamas dans le cours des négociations qui a eu lieu au Caire, donc pendant toute la durée des combats. Le processus de décision, donc je le rappelle en deux mots, le Hamas, donc les membres du bureau politique du Hamas sont divisés géographiquement. Le bureau politique a 4 leaderships, l'un en Cisjordanie, l'autre dans les prisons israéliennes, un troisième à Gaza et un quatrième à l'extérieur, qui était avant 2012 à Damas. Et depuis 2012, ce leadership extérieur a implosé, le chef du bureau politique étant désormais à Doha, au Qatar, et les autres étant dispersés entre l'Égypte, certains sont rentrés à Gaza, etc. Ce processus de décision qui nécessite une consultation prend toujours un peu plus de temps. Le Hamas, pour prendre ses décisions, prend toujours donc un peu plus de temps. Et lorsqu'il n'est pas respecté, souvent les décisions sont renversées. Donc les derniers accords de réconciliation qui avaient eu lieu en 2011 et en 2012 ont été escamotés par le leadership de Gaza, ou une partie en tout cas, qui considérait qu'ils n'avaient pas été consultés, suffisamment partie du processus, et donc se sont opposés aux réconciliations qui avaient lieu en 2011 et 2012. La dernière réconciliation, qui a été, elle, prise, pour le coup, signée dans le camp de réfugiés d'Al-Shati à Gaza, s'explique en partie, enfin, elle a été signée à El-Shati, en partie parce que le Hamas voulait s'assurer que, cette fois, elle ne serait pas renversée. Je crois que, également, dans tout le déroulé donc, de la dernière opération Bordure Protectrice et des négociations qui ont eu lieu au Caire, le processus de décision est également une donnée qu'il faut prendre en compte pour expliquer certaines des décisions du Hamas. Puisque donc il y a eu une partie des débats au Caire entre le Hamas et le Fatah qui a porté sur la question de la gestion future du Hamas à l'endroit des points de passage. Donc points de passage qui séparent Gaza d'Israël et Gaza de l'Égypte. Le Hamas a tenté d'obtenir un document qui correspondait le mieux à ses intérêts, ou en tout cas de s'assurer que dans ce document, il serait bien stipulé que le Hamas aurait une totale liberté d'action à l'endroit de ces différents points de passage. Les débats au Caire ont porté sur est-ce qu'on laisse liberté totale, champ d'action du Hamas sur ces points de passage, ou est-ce qu'au contraire on ne tente pas de trouver un compromis qui serait facilitation du Hamas à l'endroit des points de passage. Et le Hamas, la délégation au Caire était plutôt favorable à trouver un compromis et donc aboutir à un cessez-le-feu, s'est dit on va s'accorder pour la facilitation, ça nous ira très bien. Sauf que processus de consultation oblige, le délégué du Hamas, représentant du Hamas à la délégation au Caire, a dit il nous faut quand même 2 jours de plus pour consulter l'intégralité du leadership de Gaza, nos correspondants à Doha ou ailleurs, et puis dans 72 heures ou 48 heures, on remettra notre décision définitive. Ce qu'il s'est passé, et finalement le membre de la délégation est revenu au Caire en disant non, c'est pas possible, nous, le Hamas, on veut assurer notre liberté totale à l'endroit des points de passage. Donc il me semble que, encore une fois, la question du processus de décision joue un rôle. Elle illustre les clivages internes au mouvement et elle peut également, à titre hypothétique, apparaître comme une sorte de, encore une fois, instrumentalisation du processus de décision pour prendre plus de temps. Ça avait eu lieu en 2006, lors de la question de la signature du document des prisonniers. On voit que le Hamas avait pris au moins 1 mois avant de signer cet accord de réconciliation avec le Fatah.
pour imposer en fait pour changer quelques alinéas en fait du document et imposer un document qui était plutôt favorable à ses intérêts. Là encore, on peut aussi émettre l'hypothèse que le Hamas a profité de ce processus et de décision qui lui est propre pour gagner du temps et finalement arriver à imposer un document qui reflèterait au mieux ses intérêts. Dernier point sur la question des permanences, je relativiserai la question de la prétendue victoire militaire et politique de Hamas, qui, donc, comme vous l'avez évoqué, le bilan est toujours un petit peu compliqué entre vainqueurs, perdants. Je crois que c'est un débat qui est largement phagocyté par les acteurs, chacun se revendiquant à chaque fois victorieux. Je dirais que le discours de victoire militaire, c'est quand même un discours qui reflète le concept de guerre asymétrique, et le concept de guerre asymétrique qui, prétendument, si le faible ne gagne pas, c'est-à-dire qu'il perd, et si le plus fort ne gagne pas, il perd, et puis si le plus faible ne perd pas, il gagne. Je crois que là encore, c'est problématique dans le cas palestinien. Ça a pu fonctionner dans le cas du conflit qui a opposé Israël au Hezbollah en 2006, mais il me semble que dans le cas du Hamas, c'est beaucoup plus problématique, notamment en raison du statut juridique de la bande de Gaza. Le statut juridique de la bande de Gaza, qui est un territoire libéré, mais qui reste un territoire occupé. Donc libéré des forces d'occupation israéliennes depuis août 2005, mais occupé et territoire sous blocus. Donc je crois que ce statut particulier empêche, le Gaza n'a en fait aucune forme de souveraineté et le Hamas n'a aucune souveraineté sur la fin, très limitée en tout cas, et qui ne permet pas, comme le Hezbollah l'a fait, de vaincre, en tout cas même politiquement, je ne crois pas, les Israéliens. Finalement, donc, je dirais que le Hamas a échoué puisqu'il il a été acculé à signer ou à s'en remettre à un cessez-le-feu égyptien identique à la proposition du cessez-le-feu égyptien qui avait été proposé dès les premiers jours de l'affrontement, alors qu'il cherchait, lui, à conditionner le cessez-le-feu à la levée du blocus, à l'ouverture des points de passage. Donc, ça, c'est de ce point de vue-là un échec total. Et dernier échec, le Hamas a échoué également à faire entrer d'autres médiateurs dans le jeu qui sont la Turquie et le Qatar. Ou même l'initiative de Kerry a échoué. Donc l'intégralité des autres initiatives et la tentative de faire entrer dans le jeu le Qatar a également échoué. Pour revenir un petit peu sur l'Égypte, donc qui est resté le médiateur incontournable. Je dirais, l'Égypte, on a également largement parlé du rôle négatif joué par le maréchal El-Sisi, qui est en guerre, comme on le sait, idéologique avec les frères musulmans. Je dirais quand même que l'Égypte, cette dernière opération a montré que l'Égypte restait un médiateur, et un médiateur qui faisait face à des contraintes similaires de ses prédécesseurs. L'administration d'Al-Sisi, en tout cas, faisait face aux mêmes contraintes que celles de Morsi ou que celles de Moubarak. D'abord, encore une fois, il s'agit du statut juridique de la bande de Gaza, et là, il y a une sorte de bataille entre Israël et l'Égypte sur la question de ce statut de la bande de Gaza, puisque les Israéliens considèrent que Gaza est un territoire autonome, et ça permet aux Israéliens de considérer que tous les projectiles qui partent de Gaza sont des projectiles qui viennent d'une entité ennemie, donc il faut absolument combattre. Tandis que les Égyptiens, eux, leur lecture, elle est plutôt identique à celle proposée par les organisations internationales, celle d'une entité occupée, donc Gaza comme territoire occupé, et ça permet aux Égyptiens de dire que la responsabilité de ce territoire incombe aux Israéliens et non pas à l'Égypte. Donc là-dessus, l'intérêt principal de l'Égypte, c'est de faire en sorte que, à tout prix, on évite de donner à nouveau aux Égyptiens l'administration de la bande de Gaza, puisque les Égyptiens administraient la bande de Gaza, comme on le sait, entre 48 et 67, et ça c'est un point que les Égyptiens tentent à tout prix d'éviter. Le deuxième point, c'est la question sécuritaire.
Donc l'acheminement des armes, des militants entre Gaza et le Sinaï est une préoccupation qui s'est posée pour toutes les administrations égyptiennes, y compris celle de Morsi, puisque à l'époque, en 2012, le cessez-le-feu qui avait été négocié sous l'administration de Morsi n'avait pas mené au résultat escompté, n'avait pas conduit à l'ouverture du passage de Rafah, et les points de passage étaient restés fermés. De ce point de vue, donc, il n'y a pas de différence de politique étrangère entre l'administration égyptienne sous Moubarak et Morsi et celle de Sisi. Idem pour la question de la proposition du cessez-le-feu, qui est restée identique. La proposition de cessez-le-feu égyptienne s'articule toujours autour de deux volets. Premier volet, ouverture des points de passage. Et là, les Égyptiens, à chaque fois, ne mentionnent pas spécifiquement le passage de Rafah, mais parlent des points de passage. Donc ça reste comme ça à titre indicatif. Et deuxième point du deuxième volet de cette proposition de cessez-le-feu, facilitation de la circulation des biens et des personnes. La seule différence qu'il y a eu, c'est que en 2012, sous l'administration Morsi, on proposait 24 heures pour ouvrir les points de passage, tandis que là, on reste silencieux en termes de temporalité. Donc l'Égypte, ça va dans le temps, voilà. 3-4 minutes. Alors, 5, allez. D'accord. Alors, quand même, je mettrai un petit bémol à ce que je viens de dire par rapport au rôle de l'Égypte. Il n'en reste pas moins que, évidemment, la très nette dégradation des relations entre le Hamas et Sisi à la suite donc, du renversement de Mohamed Morsi en juillet 2013. Peut avoir joué un rôle, je dirais, d'abord au début de l'affrontement, puisque l'administration d'Al-Sisi a proposé un cessez-le-feu sans s'en remettre au Hamas. C'est-à-dire que le Hamas l'aurait appris uniquement par la presse, donc ça aurait un petit peu vexé le leadership du Hamas, qui a prétexté, en tout cas, de ne pas avoir été consulté comme l'une des raisons pour ne pas accepter le cessez-le-feu. Quoi qu'il en soit, le rôle d'Al-Sisi a pu quand même, son administration explique notamment pourquoi la guerre a duré aussi longtemps, quand même 50 jours par rapport aux opérations précédentes, c'est colossal. Donc je ne vais pas rappeler ici les relations terribles entre Al-Sisi et le Hamas. Al-Sisi accuse quand même, et l'armée égyptienne en fait, le Hamas d'avoir mené plusieurs opérations sur le territoire égyptien, d'avoir notamment explosé la prison dans laquelle se trouvait l'intégralité du leadership des frères musulmans en 2011, d'avoir mené plusieurs attaques sur le territoire égyptien en août 2012, notamment un poste frontière Kerem Shalom. D'autres questions, notamment au moment du renversement de Mohamed Morsi. Alors, Al-Sisi aurait été consterné par les déclarations du Hamas qui ont dénoncé un coup d'État, etc. Bon, alors, c'est toujours un peu compliqué de se prononcer sur ces accusations, puisque, à moins de faire partie directement des services de renseignement égyptiens, on a quand même très peu de fiabilité, en fait, quant aux accusations. Je dirais que la plupart sont quand même un petit peu farfelus. Quand les services de sécurité égyptiens accusent le Hamas d'avoir fait sauter la prison de Wadi Natroun, donc dans laquelle se trouvait Mohamed Morsi notamment, ils présentent une liste avec plusieurs noms, dont certains ont des gens qui ont été tués par les Israéliens pendant la deuxième intifada. Donc présenter comme ça des noms sur une liste de gens qui sont décédés, c'est pas très, ça fait pas très pro, quoi. Le dernier point sur l'Égypte, je dirais, c'est la question qui me semble là une nouveauté, c'est la question d'une forme de rapprochement, ou en tout cas d'une amélioration des relations entre l'Égypte et le djihad islamique. Et on a vu notamment des déclarations d'un haut dirigeant du djihad islamique, Khaled El-Bach, qui s'est prononcé dans les médias officiellement sur l'importance du rôle de l'Égypte et de son caractère incontournable en tant que médiateur. Donc je crois que ça, c'est un élément important à prendre en compte, en tout cas pour l'avenir. Je terminerai sur la question de l'évolution des relations interpalestiniennes, la perspective de la réconciliation.
essentiellement pour montrer que l'opération Bordure Protectrice a montré que, au-delà du caractère affiché d'unité nationale pendant toute la durée du conflit, où on a beaucoup parlé d'union sacrée des Palestiniens autour de revendications communes, je crois qu'au contraire, cette opération a creusé l'écart entre le Fatah et le Hamas. Je dirais que d'abord sur le point, le premier point, c'est celui de la reconstruction et l'aide humanitaire, donc, qui va être octroyée aux Palestiniens. Là, il y a une bataille féroce entre le Hamas et le Fatah, comme d'ailleurs ça avait été le cas lors de l'opération Plomb Durci. On retrouve là encore les mêmes mécanismes, puisque lors de l'opération Plomb Durci, le Hamas avait accusé le Fatah de ne pas laisser l'aide humanitaire transiter par les canaux administratifs contrôlés par le Hamas. La différence, il me semble importante entre cette période-là, Plomb Durci, et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, il y avait quand même les tunnels de contrebande qui permettaient au Hamas d'acheminer lui-même ses propres matériaux, notamment du ciment, et de participer en ce sens à la reconstruction de la bande de Gaza. Et on était dans un contexte d'union, de intérieur palestinien, où il y avait deux gouvernements, donc un gouvernement en Cisjordanie et le gouvernement contrôlé par le Hamas dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, on est dans une situation totalement différente, où la plupart des tunnels de contrebande sont fermés, donc là, de ce point de vue, ça ne permet plus du tout au Hamas d'acheminer quoi que ce soit, en tout cas de manière beaucoup plus limitée, parce qu'on parle de 80% des tunnels qui auraient été détruits. Il en reste nécessairement quelques-uns, et le Hamas en creuse toujours de nouveau, mais disons que en termes d'ampleur du phénomène, on est très loin de ce que c'était avant juillet 2013. Et le deuxième point, qui est celui donc de la nouvelle configuration intérieure palestinienne, où en théorie il n'y a plus qu'un seul gouvernement. Et c'est à ce titre que le Hamas considère qu'il doit prendre en charge lui aussi la gestion de l'aide humanitaire et participer également à la reconstruction, chose à laquelle la plupart des pays donateurs s'opposent, y compris Mahmoud Abbas, à l'exception du Qatar. Donc seul le Qatar est favorable à la participation du Hamas dans une logique de future reconstruction. Je dis logique parce qu'on est très loin de parvenir, l'espoir d'une reconstruction s'amenuise, d'autant plus que, comme vous le disiez tout à l'heure, la plupart des pays donateurs considèrent que à quand la prochaine guerre? Donc pourquoi on va fournir de l'argent, puisque dans 2 ans, Gaza sera de nouveau détruite. Alors, outre la reconstruction, je crois que le conflit entre le Fatah et le Hamas porte également sur la gestion de la bande de Gaza, gestion territoriale, sécuritaire et administrative de ce territoire, et que là, on assiste à un véritable de grandes différences entre le Fatah et le Hamas sur la question de quelle doit être la place et le rôle du gouvernement d'union nationale. Le Hamas, qui, au cours des négociations pendant la durée du conflit, s'opposer, et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, chercher à garder à tout prix une place et un rôle à l'endroit des points de passage, après la guerre, a un petit peu changé de stratégie et a proposé au Fatah une gestion du gouvernement d'union qui serait la suivante. On vous laisse les points de passage, comme ça vous pouvez acheminer l'argent pour payer nos fonctionnaires, mais en échange de ça, nous on garde l'intégralité de nos fonctionnaires dans les services de sécurité et dans les ministères. Le Fatah s'oppose totalement à ce type de configuration, puisque à un autre projet, on voit dans le gouvernement d'union nationale un projet beaucoup plus ambitieux, qui serait une véritable réconciliation, et pense que, par exemple, la question de la guerre et de la paix, en dernier recours, doit revenir au gouvernement d'union nationale, à son Premier ministre et à son président, président de l'autorité palestinienne. Et donc, là encore, je crois que les chances de parvenir à un consensus sont très faibles, d'autant plus que le Fatah considère que, une partie en tout cas des hauts dirigeants du Fatah sont de plus en plus favorables à la thèse selon laquelle le Hamas aurait déclenché la guerre. Le Hamas aurait même enlevé les 3 jeunes israéliens. Considère également, ont de gros soupçons sur les ambitions futures du Hamas en Cisjordanie.
considère que ça c'est des projets, c'est évidemment des soupçons qui sont relayés par le Shin Bet et les Israéliens, mais le Fatah adhère largement à ces soupçons qui sont une possible coalition du Hamas avec Mohamed Dahlan contre la Cisjordanie pour, en tout cas, attendre de voir l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas s'effondrer. Bon, je terminerai là-dessus parce que je crois que j'ai été un peu long. Bien, merci beaucoup. Donc on va passer à la seconde partie de ce débat, cette fois-ci le débat avec vous. Donc on a devant nous 40 minutes, 45 minutes. Donc vous avez l'habitude, pour ceux qui viennent, qui veut prendre la parole, allez-y. Je crois qu'il y a un micro derrière, non ? Ils sont là. Bon. Joseph. Alors, Joseph, et puis Joseph Courbage, et puis après André. On prend 2-3 questions, et puis après, quand vous préférez. On prend les questions au fur et à mesure. Peut-être, oui. Et puis... Voilà, on prend 2-3 questions, et puis on répondra. Oui, c'est plutôt un commentaire. Laetitia a bien dit qu'on pouvait poser la question en tête de gagnants et de perdants. Il me semble qu'il y a 2 gagnants et un perdant. Les 2 gagnants, ce sont Israël et le Hamas, et le perdant, c'est l'autorité palestinienne. Et il me semble que, de manière concertée ou pas, Israël et le Hamas agissent soit de propos délibérés, et là il y a, paraît-il, des indices sur leur collaboration depuis 2006, depuis la scission de la bande de Gaza, et par conséquent, il apparaît qu'ils ont une stratégie inconsciente peut-être, qui consisterait à ce que la bande de Gaza devienne le futur État palestinien et que la Cisjordanie soit gentiment englobée dans l'État d'Israël. Et de ce point de vue-là, on n'a pas assez insisté sur les atouts de Gaza par rapport à la Cisjordanie. Gaza a une vigueur démographique beaucoup plus forte que la Cisjordanie. C'est à Gaza qu'on fait les enfants, ce n'est plus en Cisjordanie. À Gaza, on reste sur place, on n'émigre pas, ce qui n'est pas le cas de la Cisjordanie. Et partant de là, petit à petit, et d'ici une courte génération, il y aura plus de Palestiniens à Gaza qu'en Cisjordanie, si on exclut Jérusalem, qui va être très certainement, Jérusalem-Est, qui va être très certainement phagocytée par les Israéliens. En plus, cette dernière guerre a montré que la puissance militaire aujourd'hui est du côté de Gaza et pas du tout du côté de la Cisjordanie, puisque les Gazaouis, enfin le Hamas a réussi à résister pendant plus de 2 mois à l'agression israélienne. Le seul défaut, le seul là où le bas blesse, c'est l'économie. Il est en effet évident que l'économie gazaoui ne pèse pas lourd, mais l'économie cisjordanienne ne pèse pas lourd non plus. Donc je voudrais avoir votre sentiment à l'un et à l'autre sur les perspectives à long terme. Est-ce qu'il y a une possibilité que Gaza devienne l'état de substitution? On a parlé à un moment donné de la Jordanie, ce qui était complètement ridicule. On a parlé du Liban et il nous semble qu'il y a un protagoniste tout à fait désigné qui est Gaza. Merci. Votre question derrière André? Ah. Je voudrais d'abord vous remercier de vos interventions. Et j'ai 2 questions, je crois, très simples portant sur le futur. La première est celle de la fameuse saisine de la CPI par l'autorité palestinienne, en tout cas par les Palestiniens au sens large, compte tenu notamment des derniers épisodes depuis 2 ans, et surtout ceux des dernières semaines qui sont quand même assez effarants, je crois. Et ma deuxième question était, dans quel délai pensez-vous que Daesh sera installé à Gaza? André, tu prends la... Bon, on prend encore 2 questions. Oui, vas-y.
En fait, tout à l'heure, vous aviez parlé de l'imposition de la paix, donc Fabius avait parlé de l'imposition de la paix, et que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'avait rien fait. Ensuite, que la diplomatie française a dit ça ne sert à rien, il y aura un veto américain. C'est quoi vraiment l'intérêt des États-Unis? Moi, je ne comprends pas bien quel est l'intérêt des États-Unis à faire en sorte que ça ne marche pas. Ok. Dernière question, monsieur avec la chemise blanche, là. Voilà. Et après, on revient ici, hein, sinon ça fera trop de questions. Oui, monsieur l'ambassadeur a évoqué tout à l'heure la position de la France, notamment par rapport à la reconnaissance de l'État palestinien. Je nuancerai les propos que vous avez tenus, parce que je me rappelle fort bien avoir discuté avec Jean-Paul Chanuelo il y a un an, les interventions faites par un ensemble de personnalités au Quai d'Orsay pour faire pression sur le Quai d'Orsay et l'Élysée afin que, enfin, peut-être la France prenne une position courageuse à l'ONU. Or, n'y avait-il pas eu, à cette époque, comme cette année, un courant, comme on l'appelle aux États-Unis, néoconservateur, au Quai d'Orsay et au gouvernement, pour prendre des positions non seulement pro-américaines, mais des plus conservatrices, que ce soit sur la question de l'Iran, que ce soit sur la question de la Syrie, que ce soit sur la question d'Israël. Est-ce que la France n'a pas pris une voie qui est extrêmement dangereuse? Parlons vrai, puisque vous parlez de paix imposée, est-ce que le gouvernement français est prêt à dire le Hamas sera présent au sein de l'équipe qui participera à la conférence des donateurs en Norvège dans les prochaines semaines, que ce soit dans le cadre du gouvernement de coalition ou comme entité qui existe. Le principe de réalité, c'est de reconnaître. Aujourd'hui, les Américains, par des couloirs occultes, se mettent à discuter avec les Syriens. Nous sommes dans un monde complètement, complètement irresponsable. Monsieur Pierre Blanc de Euroméditerranée, enfin de Confluence, parlait des dérives du sionisme dans un article du 4 août. N'y a-t-il pas fondamentalement cette philosophie sioniste au sein d'Israël qui conduit Israël à une colonisation rampante de tous les territoires pour faire d'Israël l'État juif? Les Palestiniens n'existant pas depuis 1916. On parle des accords Sykes-Picot, on parle de la remise en cause des accords Sykes-Picot. Je considère que la situation au Proche-Orient est extrêmement grave et que l'épicentre de la crise en Israël, au Liban, en Syrie, en Irak est à Jérusalem. Merci. Je vous pose la question. Bien, je crois qu'il y a assez de questions. On va donc revenir vers la table. Je vais leur laisser la parole. Juste une petite remarque sur ce qu'a dit Youssef Courbage. Sur l'économie, on oublie toujours qu'il y a au large de Gaza des gisements de gaz très importants qui ont été découverts du côté des eaux territoriales israéliennes, mais aussi du côté des eaux territoriales de Gaza. Et c'est un élément important à prendre en compte qui, évidemment, aujourd'hui est complètement délaissé. Voilà, je vous laisse la parole. Léna, peut-être peut-être sur Courbage, là. Joseph Courbage, donc là, effectivement, l'analyse est très bonne. À Gaza, la masse puissance démographique. Vous n'entendez pas? Non, mais tenez, c'est bon, il marche. Ma voix, c'est derrière. Non, allez-y. Alors, puissance démographique, effectivement, là, c'est quand même un élément tout à fait important. Puissance militaire que n'a pas l'autorité palestinienne. Quand on voit de 2008 à 2009 comment on est passé à une sophistication plus grande des missiles qui sont envoyés en Israël. Et dans le bilan, il y a une chose qui est importante, j'ai oublié de dire, c'est encore aujourd'hui, je crois que toutes les kibbutz, parce que c'est une région de kibbutz que je connais bien, parce que j'ai fait quelques séjours dans une autre vie, dans cette région-là, ils ont été évacués. Ils le sont toujours. Et c'est un phénomène donc d'insécurité de la population qui finalement est en négatif, j'ai l'impression, pour le gouvernement et pour Netanyahou lui-même, parce qu'il n'a pas pu assurer la sécurité de cette région. Ça, c'est un élément aussi important qu'on aurait pu souligner. Et la puissance économique, c'est effectivement, on en parle beaucoup, de ces gisements de gaz extraordinaires. Quand le Hamas
annonce, qui n'a pas été le cas de l'autorité palestinienne, construction d'un port, construction d'un aéroport. Donc, effectivement, ça peut renforcer, disons, une réelle autonomie, voire peut-être la création d'un État qui serait à Gaza, qui finalement, peut-être, Israël appellerait de ses voeux. Mais ce n'est pas, et ça c'est peut-être Mela qui pourra nous le dire, qui connaît beaucoup mieux les textes, l'idéologie, les déclarations, il faudra y revenir, parce que je voudrais lui poser une question, est-ce que véritablement on peut estimer que le Hamas de 2014 n'est pas celui de 2008-2009 ? Ce que je pense, mais moi je ne suis plus en contact depuis quelques années finalement, donc je n'ai pas pu actualiser mon savoir au sujet de l'idéologie et des intentions. Mais ça, c'est un élément qui est effectivement tout un... Joseph, tu as raison de dire que finalement, ben, il y a deux gagnants et un perdant, et le perdant, c'est l'autorité palestinienne. Alors voilà, je voudrais, mais je laisse la parole à Leïla, c'est sûr... Alors, effectivement, ce que vous disiez, vous avez raison, il y a un ministre que je ne voudrais pas citer pour ne pas le mettre en difficulté, un ancien ministre, vous pouvez deviner qui il est, qui m'a dit les néoconservateurs, c'est pas la peine d'aller les chercher à Washington, ils sont à Paris, dans la plus haute hiérarchie, et ce qui est vrai, c'est une réalité, et c'est ce qui explique ce que je disais dans cette tribune. J'étais très frappé en 2002, d'autant plus que j'avais travaillé, je peux vous le dire, dans le cadre de la Fondation Jean Jaurès, pour donner les éléments essentiels à celui qui pourrait devenir le président de la République, c'est-à-dire François Hollande, et en soulignant notamment, c'était que j'animais un groupe Monde Arabe et Méditerranée. Et justement, je soulignais, il y a des échéances importantes concernant le conflit israélo-palestinien, et j'expliquais, etc., quelles pouvaient être les premières déclarations. Et quand on a vu qu'on occultait complètement même la notion de l'État palestinien, on fait son enquête dans ces cas-là, on peut le dire, c'est maintenant c'est connu, je crois que j'ai dû le dire dans une interview, je crois que c'était au Monde, c'est que ce n'est pas cette première déclaration du président de la République, donc c'est préparé, moi j'étais directeur président du Moyen-Orient, ça se prépare au Quai d'Orsay, ensuite ça va au cabinet du ministre, ça va à la cellule diplomatique, et finalement on s'y retrouve. Et puis le président, bon, ben, il donne des formulations différentes. Et là, ben, c'est un entourage, c'est pas la cellule diplomatique, qui est très bonne d'ailleurs, qui a peut-être pas le poids que celle de la cellule diplomatique à l'époque de Sarkozy, avec les Jean-David Lévy et autres, et bon, ça n'a pas été le cas. Eh bien, tout ça est transformé par d'autres personnes que l'on arrive à savoir et qui sont peut-être, effectivement, ces néo-conservateurs. Et c'est effectivement un élément important, disons, à prendre en compte, mais beaucoup plus grave, je reviens, c'est le manque d'intérêt de ne pas considérer que le conflit israélo-palestinien garde sa centralité. D'ailleurs, quelques diplomates de la haute hiérarchie que j'ai vus ont fait leur meilleur culpa, parce qu'au début du conflit, tout ça va s'arrêter, tout ça n'est pas important, mais il faut voir comment ça a remué, disons, l'opinion en France. Et c'est pas uniquement du côté des populations d'origine maghrébine, il suffisait de regarder ceux qui manifestaient. Bon, après, il y a eu ces dérives, enfin là, il y a peut-être une responsabilité quand on interdit des manifestations, c'est là qu'il y a des dérives, et il faut reconnaître à Sarcelles qu'il y a eu des dérives intolérables qui sont véritablement antisémites. Mais c'est ce que j'appelle l'antisémitisme de circonstance, bien entendu, pas forcément dans les profondeurs de la société. Alors voilà, donc vous avez effectivement... alors, sur la politique des États-Unis, bah, c'est très simple. Je pense que lui-même, Barack Obama, est convaincu qu'il faut aller vers une véritable solution, qu'il y a des premières mesures, c'est ce qu'il a fait au début de son mandat. Ça concerne, disons, la colonisation, que moi je qualifie de véritable cancer du processus de paix avec ses métastases. Et ça continue, vous avez vu ce qui s'est passé avec ces 400 hectares, c'est une punition collective. Alors on a changé de langage, il faut reconnaître au Quai d'Orsay, c'est déjà mieux. Avant on déplorait, en disant ça n'aide pas à la paix, on n'appelle pas, ça n'aide pas au processus. D'ailleurs il faut, moi j'ai trouvé une autre appellation, processus de paix, si on est latiniste, ça veut dire on va avancer du récessus. Parce que on est dans la régression globalement par rapport aux paramètres de Camp David, il faut bien le reconnaître. Et cette colonisation qui se poursuit et qui finalement rend tout à fait aléatoire la... Voilà, donc alors la saisine de la CPI, là, effectivement, ce qui est très clair, depuis que l'autorité palestinienne, la Palestine, est membre, et ce qu'on appelle
non membres observateurs, et peut-être, alors on verra s'il y a une avancée, mais je ne suis pas sûr que même l'autorité palestinienne le souhaite à ce stade, concernant donc la mission à part entière de l'autorité palestinienne, de la Palestine, mais maintenant, elle peut, disons, signer, ratifier ce qu'on appelle l'accord de Rome de la Cour pénale internationale. Alors il y aura des pressions extrêmement fortes des États-Unis, parce que pour Israël, c'est intolérable. Bon, et vous savez que d'ores et déjà, tout haut responsable, qu'il soit politique et surtout militaire, doit demander une autorisation spécifique pour se déplacer en Europe. Et c'est au nom de la Convention, je crois, plutôt autour de la torture de 1990, qui a une compétence universelle, pas au nom de la CPI. Vous voyez, donc notamment en Grande-Bretagne. Et puis je crois que ça joue en Belgique, pas véritablement en France. Vous voyez, c'est ça qui va être extrêmement difficile pour Israël. Bon, voilà. Donc j'ai répondu à une partie, mais ceci dit, Leïla, donc je veux véritablement remercier parce que vous avez permis d'actualiser mon savoir qui est quand même dépassé parce que les choses évoluent très vite s'agissant du Hamas et de Gaza. Les questions de la CPI, etc., c'est toutes des questions qui m'échappent un peu plus. Je répondrai donc à M. Youssef Kourbaj sur votre question. Alors, Hamas, Israël, deux gagnants contre l'autorité palestinienne. Je pense que c'est quand même un peu moins le cas que durant les opérations israéliennes précédentes où Mahmoud Abbas avait été très très affaibli. Je dirais quand même que là, le Hamas se trouve dans une véritable impasse parce que écrasé, il ne peut plus acheminer du tout de fonds dans la bande de Gaza. Donc je pense qu'à ce titre, Abbas n'en est pas beaucoup plus affaibli. Et Hamas vainqueur, non, moi je mettrai quand même beaucoup en doute cette lecture, mais je vous accorde et je vais dans votre sens quand vous parlez de la convergence d'intérêts et donc de la stratégie c'est-à-dire cohabitation des intérêts israéliens et du Hamas pour tenter d'affaiblir Mahmoud Abbas. Je dirais que d'ailleurs, ce qui prouve cette stratégie israélienne, c'est tout simplement, je reviens encore sur la question du salaire des fonctionnaires, parce qu'elle me semble très importante. Les Israéliens, avant le déclenchement de l'opération, se sont opposés donc, au versement par Mahmoud Abbas du salaire de ces 55 000 fonctionnaires, tandis qu'après la guerre, les Israéliens ne s'y opposent plus. Donc on remarque là que le changement d'attitude des Israéliens sur cette question est assez significatif et donc il permet de comprendre un petit peu la stratégie israélienne de renforcement des divisions des Palestiniens, puisque maintenant que les Israéliens ne s'y opposent plus, c'est Mahmoud Abbas qui s'y oppose. L'autorité palestinienne. Oui, alors l'autre point, je dirais, donc vous avez mis l'accent sur la situation économique de la bande de Gaza, sur la situation également démographique. Je dirais que tout simplement aussi au niveau politique, il est clair qu'il y a une division territoriale qui correspond à un projet politique, donc qui est avant tout le projet des Israéliens qui cherchent à donc diviser géographiquement les Palestiniens pour échapper à la question de l'État palestinien. Mais donc également un projet du Hamas qui, comme de toute façon savent très bien que c'est le projet initial des Israéliens, ne vont pas tout, enfin peuvent tout à fait s'y conformer finalement. Mais alors ils s'y conformeront s'ils peuvent trouver des intérêts et ils peuvent continuer de s'enrichir. Je crois que la différence par rapport à la période précédente, c'est vraiment cette fermeture et étouffement économique du Hamas qui ne profite plus. Donc si le Hamas ne peut plus profiter d'une gestion et d'une autosuffisance, parce que pour gérer Gaza et que Gaza soit séparé, devienne une sorte d'entité autonome et un quasi-mini-État, il faut quand même pouvoir acheminer des fonds pour que cette entité soit viable. Donc de ce point de vue-là, encore une fois, il me semble que c'est un peu trop tôt pour le dire, mais qu'on est toujours dans une situation d'impasse puisque le Hamas ne peut pas acheminer de fonds jusqu'à présent. Le dernier point était... non, je crois que c'est tout.
Il y a aussi sur Daesh à Gaza. Ah oui, Daesh à Gaza, et ben Daesh à Gaza, il y a alors, on est dans une... il y a de nombreuses factions salafistes que le Hamas tente de minimiser. Hein. Le Hamas minimise leurs chiffres. Et il y a vraiment un débat entre les Israéliens qui tentent de rehausser les chiffres des salafistes à Gaza et le Hamas qui les rabaisse. Donc c'est toujours compliqué de savoir combien il y a de factions et de militants salafistes. Je crois que c'est quand même un point important et de nombreux observateurs considèrent que la lutte contre les salafistes a pris le pas en fait sur presque la lutte entre le Fatah et le Hamas. De toute façon depuis juin 2007, puisque la présence du Fatah est très faible dans la bande de Gaza, donc l'une des préoccupations du Hamas, ce sera avant tout d'empêcher ces factions salafistes de tirer des roquettes vers Israël. Les Daesh, il y a des factions salafistes qui se revendiquent de Daesh. Donc Daesh, ça veut rien dire, ça veut rien dire, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est comme Al-Qaïda, on se revendique de Al-Qaïda, ou en tout cas on fait allégeance à Al-Qaïda, c'est un peu le même principe, même si ISIS et Al-Qaïda sont des organisations différentes et qui fonctionnent différemment, qui ont des projets politiques différents, etc., il s'agit d'une allégeance en fait, et déjà des factions salafistes à Gaza font allégeance à Daesh. Et donc, je pense que pour l'avenir, l'essentiel les projets, en tout cas stratégiques du Hamas, seront de gérer habilement et subtilement ces relations avec ces factions qui vont tout autant chercher à minimiser leur impact, mais également qui pourront effectivement les instrumentaliser en montrant aux Israéliens que si les Israéliens veulent le calme à leurs frontières, il faudra accorder des petits bénéfices au Hamas pour qu'ils s'occupent de ces factions-là. Voilà, est-ce que je peux marquer un désaccord? Mais tout à fait, c'est une controverse ici. Oui, c'est une controverse. Ce n'est pas un effet de séance pour montrer qu'on existe à travers les désaccords. Parce que moi, je crois d'abord, c'est une question de... Vous avez raison de dire qu'il y a un affaiblissement beaucoup plus important du Hamas qu'en 2008-2009. Parce qu'ils sont allés à la confrontation. Et ils sont allés à la confrontation avec des résultats. Et les services... On voit très bien ce qui est formidable en Israël. Moi, je lis la presse, disons israélienne, à travers les traductions qui en sont faites, et notamment Haaretz, mais pas uniquement Haaretz. Ou alors que maintenant, on parle, disons, d'échec de la stratégie d'Israël vis-à-vis du Hamas, parce que une grande partie de l'arsenal a été détruit, mais il existe toujours. Est-ce qu'on le connaît? Il est un peu partout, il est caché. Et les tunnels, quand vous regardez Gaza, ce qui serait très intéressant, c'est que certes il y a eu des bombardements qui ont été ciblés vers des sites où on pensait qu'il y avait des tunnels dessous. Mais ils ont été surpris par le nombre de tunnels. Ce que je crois, il y a beaucoup de tunnels qui existent toujours sous la ville de Gaza. Et toute la partie qui allait au-delà, et c'est là où ils ont été surpris, au-delà des frontières, pour, dans une perspective d'attaquer des kibboutz, je pense que la perspective du Gaza, c'est de prendre des prisonniers. Parce que vous avez vu, avec le soldat Shalit, il y a eu 1000 et quelques... Donc, c'est ça qui est recherché. Et très bien. Et ça, c'est d'abord, ils ont une technicité, mais extraordinaire. C'est ce qui nous est revenu, parce qu'il y a eu disons, même il y a eu des reportages qu'on a vus assez détaillés. Et puis, c'est un business pour le Hamas. Et puis, ils ont un tel savoir-faire. Ils ont creusé à 10 mètres, et vous allez voir, ils vont creuser à 20 mètres. À mon avis, ils vont les reconstruire. Ça prendra du temps, c'est pendant 6 mois. Et pareil, il y a eu des indications qui laissaient entendre, je ne sais pas si vous l'avez vu, que déjà des tunnels sont en cours de construction. Et puis, quand on est dans une situation de blocus et d'étouffement, quand vous avez raison de dire qu'ils ont sans doute des moyens de financement beaucoup moins importants, mais vous allez voir, c'est du côté de l'Égypte, ils vont construire, d'autant plus qu'il y a une complicité très forte dans le Sinaï, et que c'est à la fois le business, c'est du... voilà, c'est... Et puis ces armements, ça ne veut pas dire que c'est l'Iran qui va envoyer un bateau avec... j'ai des doutes là-dessus, mais ça vient sur le marché noir, hein, donc il y a un trafic international, et qui fait que s'ils ont envie, ça demandera du temps, et qu'il y aura un réarmement. Alors le problème, ce qui est important, c'est la perception d'eux-mêmes. C'est une victoire. Alors, ils se trompent, ce n'est pas une victoire, mais c'est la perception aussi des autres, et des autres, et des Palestiniens, et puis même on l'entend aussi en Israël. Donc on ne peut pas parler véritablement de défaite, on verra. Par contre, là où je dis que si je devais leur parler, vous faites de la politique du pire dans votre relation avec l'autorité palestinienne, et c'est maintenant, ils font de la surenchère. Ben nous avons été à la résistance, nous avons combattu. Qu'est-ce que vous faites, vous, l'autorité palestinienne?
Donc ça, c'est important aussi, ça peut compter concernant, mais ça ne peut, à mon avis, ne durer qu'un temps, parce que quand les Gazaouis verront qu'il n'y a pas de perspective, parce que Hamas tient une position beaucoup trop dure et beaucoup trop ferme, alors à ce moment-là, ça peut se retourner contre le Hamas. Je pense, dans un deuxième temps, c'est comme en Israël, il y a le temps des bilans. Et les bilans, finalement, peuvent apparaître négatifs aux yeux des différentes opinions. Alors, j'ai oublié de vous dire, je croyais qu'il y avait une question concernant la politique des États-Unis. Et vous savez, il y aura une grande prudence de Barack Obama. On imagine qu'au deuxième mandat, ça laisse plus de liberté pour les États-Unis d'agir. On le croit à chaque fois. Bon, on se souvient que quand même, effectivement, Clinton, mais tout à la fin de son second mandat, s'est véritablement engagé. Mais là, il ne va pas s'engager là maintenant, parce qu'il y a les élections du mid-term, qui risquent d'être difficiles pour les démocrates. Et donc, il y aura certainement une très grande prudence. Et puis aussi, les États-Unis, eh bien, sont occupés ailleurs. Il y aura une grande coalition qui est en train de se former. Donc, encore une fois, on estimera que le conflit israélo-palestinien, même s'il y a... pardon ? Et puis, il y a aussi le dossier iranien. Donc, on ne peut pas imaginer, malheureusement, que les États-Unis s'engagent réellement, comme Barack Obama avait fait au début de son premier mandat. Bien, on va relancer une deuxième vague. Juste un mot factuel sur la Cour pénale internationale, parce qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus, et c'est vrai que c'est un problème majeur pour Israël, mais avant que ça en soit un, il y a des procédures juridiques, et les procédures juridiques aujourd'hui sont à l'état zéro pratiquement. Juste un fait, en 2009, c'est-à-dire il y a 5 ans, les Palestiniens avaient fait une déclaration qui acceptait la compétence de la CPI. C'est un des moyens de faire en sorte que la Cour puisse être saisie. La Cour a mis 3 ans, de 2009 à 2012, pour répondre en 1 page et demie. C'est le procureur qui a répondu pour dire aux Palestiniens: on ne pourra envisager votre demande que lorsque un organe des Nations Unies vous aura donné le statut d'État. Donc ça a été 3 ans pour dire ce qu'un étudiant de première année de droit aurait mis 10 jours. C'était assez évident. Donc les Palestiniens, il y a quelques semaines, ont refait la démarche, puisque cette fois-ci, ils sont reconnus comme État observateur, et donc ça semblait répondre à la demande du procureur de 2012. Eh bien, dans ce qui s'est passé, pas du tout. Le procureur a recalé encore une fois les Palestiniens pour 1000 raisons. Autrement dit, il y a une bataille juridique qui est enclenchée, simplement une bataille pour que la saisie soit recevable. Donc on en est là pour l'instant. Et puis une fois, lorsqu'elle sera, on peut le penser, recevable, il y aura 1000 et un autres moyens juridiques. Il suffit de regarder le statut de Rome de 1998 pour voir tous les moyens qui feront que ça sera extrêmement difficile. Donc nous sommes vraiment, effectivement, dans une affaire très importante pour les Palestiniens et pour les Israéliens, mais la bataille juridique sera d'une grande complexité. Il ne faut pas se faire d'illusions. Non, je crois que vous avez tout à fait raison, c'est une bataille juridique. Bon, je n'ai pas suivi ça dans le détail. Et là où il y aura un geste politique, symbolique extrêmement fort, c'est si la Palestine, l'autorité palestinienne, signe et ratifie le traité de Rome. Oui, et ça, on ne peut pas l'empêcher. Oui, mais après... après, il y aura des procédures extrêmement longues. Mais l'adhésion même de la Palestine à la CPI pose un problème réel aux Israéliens, parce que, bon, même si ça demande des années, ils risquent de se trouver devant la CPI, et vis-à-vis des États-Unis. Et d'ailleurs, je me demande quelle sera la position des Européens et de la France. Parce que nous avons fait pression sur les Palestiniens, ça je peux le dire, il y a un an, oui c'est ça, quand il y a eu l'adhésion d'abord à l'UNESCO, et puis il y avait la perspective effectivement de l'admission comme État non membre observateur. Eh bien, on faisait passer des messages. Nous y serons favorables. Il y a une hésitation, c'est au dernier moment. François Hollande a donné un arbitrage positif, mais quasiment à la dernière heure. Donc, tous les pays européens étaient prêts à l'abstention. Comme la France a voté positivement, on a tiré vers le haut. Oui, c'est ça la politique. Tirer vers le haut. Et il y a eu 12 pays européens qui ont été, disons, dans cette perspective. Mais, voilà, donc, là, quelle sera l'attitude? Parce que c'est un nouvel enjeu. C'est s'il y a échec au Conseil de sécurité, mon impression, mais il n'y a pas de certitude, parce qu'il y a un peu de confusion au sein de l'autorité palestinienne. Il y a des positions, ceux qui sont pour l'adhésion à la CPI, d'autres qui ne sont pas, disons, favorables. Maliki, le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas quel est son poids réel là maintenant, il est totalement favorable, a annoncé aussi
il y a eu le ministre de la Justice du gouvernement de consensus. Ils y étaient il y a quelques semaines. Ils y étaient, oui, et donc qui lui, à Gaza, hein, donc peut-être qu'il a une sensibilité à Hamas. Ça. Mais c'est le véritable enjeu, même si ça ne débouche pas tout de suite, eh bien, le fait d'adhérer, ce sera quand même un geste extrêmement, disons, fort et peut-être douloureux pour Israël. On passe une deuxième... Oui, je voulais dire un mot sur le fait qu'on a intérêt à regarder, à écouter aussi ce qui se passe en Israël pour éclairer l'ensemble des 2 mois de cet été. Je vais prendre 3 tout petits exemples. Le premier exemple, une chose très curieuse, les autorités israéliennes ont su le jour même de l'enlèvement des 3 jeunes colons qu'ils avaient été assassinés. Il n'y avait pas de doute. Or, ils ne l'ont annoncé que plus de 2 semaines plus tard. Entre-temps, ils avaient arrêté quelques 900 militants du Hamas en Cisjordanie. Donc ça, quand même, incite à penser qu'il y avait une volonté de monter une affaire qui permette d'aller à la guerre. Deuxième exemple, Benjamin Netanyahou, il y a quelques jours, a déclaré que la démilitarisation de Gaza était un objectif irréaliste. Ah ben voilà. Or, c'est quand même ce qui était la revendication principale d'Israël tout au long de la période de négociation en Égypte. Donc on voit bien là qu'il y a, du point de vue politique et militaire, une obligation d'Israël à revenir sur ses ambitions. Juste au passage, démilitarisation, on en parle du côté européen. Oui, oui. Hein, on parle de la levée progressive du blocus et de la démilitarisation immédiate. C'est-à-dire on tient un langage que ne tiennent plus véritablement, vous avez raison, les Israéliens, les Égyptiens, voire même les Américains, je crois que ça paraît plus, parce que ce sont des pragmatiques. Voilà. Troisième exemple que je voulais donner, qui est très important, il y a eu vers le 20 août, si ma mémoire est bonne, un sondage expliquant que 54% des Israéliens considéraient que leur pays avait perdu la guerre. Oui. Alors évidemment, c'est lié au flou entretenu par Netanyahou sur des objectifs de guerre. Est-ce que c'était la vengeance des colons? Est-ce que c'était la démilitarisation de Gaza? Est-ce que c'était les tunnels? Enfin bon, mais quand même. Donc moi, je dirais volontiers, je ne crois pas que le Hamas ait gagné cette guerre. D'ailleurs, ce serait indécent de dire, vu le bilan humain en termes de morts, de blessés, de destruction, 7 milliards de dollars de destruction. On ne peut pas parler de victoire. La seule victoire évidente du Hamas, c'est dans les sondages interpalestiniens, où on voit qu'ils ont pris le dessus sur l'autorité palestinienne, même si c'était Marwan Barghouti le candidat. Ismail Haniyeh le battrait, d'après ces sondages. Mais en revanche, je rejoins ce qui a été dit, pour moi, Israël a perdu. Le Hamas n'a pas gagné, mais Israël a perdu. A perdu parce que, une fois encore, il n'a pas réussi à venir à bout d'une milice qui quand même ne se compare pas à la puissance de l'armée israélienne. Il a eu 66 soldats tués, ce qui est beaucoup. 10 fois plus qu'en 2008. Beaucoup plus qu'en 2008. Il a eu un coût économique considérable, au moins 3 milliards pour les opérations militaires proprement dit, plus 1 milliard de perdus du point de vue du tourisme, parce que tout le monde est parti, et ceux qui devaient venir ne sont pas venus. Donc, et puis un coût dans l'image d'Israël, dans le monde, qui est considérable. On n'a jamais vu des manifestations pareilles en plein été, et au mois de juillet, au mois d'août, et pas seulement en France, en Australie. Dieu sait que ce n'est pas un pays pro-palestinien. À Londres, 150 000 personnes. Donc on a quand même... et puis le résultat pour Netanyahou, qui a quand même fait une chute de 50 points dans les sondages de popularité. 50 points. Donc on a une vraie défaite, quoi. La dernière chose que je voudrais dire, et je rejoins ce que M. l'ambassadeur a dit sur la phrase de Fabius, c'est très important, cette idée de paix imposée. Parce que quand on voit, on peut l'appeler comme on veut, le virage à droite ou la fascisation de l'opinion israélienne, mais il s'est passé quelque chose de qualitativement nouveau cet été. C'est pas habituel en Israël que les manifestations pacifistes soient attaquées par des nervis d'extrême droite.
c'est pas habituel qu'on brûle vivant un jeune Palestinien en lui faisant boire de l'essence. Enfin, je veux dire, on est dans quelque chose de terrible. Alors oui, il faudra imposer. On n'est plus dans l'illusion d'Oslo où les deux peuples allaient tranquillement faire l'expérience de leur coexistence et voter unanimement. Il faudra imposer. Bien. D'autres remarques, questions, monsieur, allez-y. Où est le micro? Il y a un micro qui doit être... Ah, c'est toi. Oui, je veux simplement... C'est le jeu, celui qui attrape le micro à la parole, quoi. Poser la question de savoir si, à votre avis, tout ce qui s'est passé ces derniers mois fait progresser quelque peu le problème majeur qui, à mon avis, est quand même le clivage entre l'autorité palestinienne et puis le Hamas à Gaza. Est-ce que l'autorité palestinienne va se décider à transférer, à laisser au moins une partie des taxes, de ce qu'il reçoit comme perception de taxes pour payer les fonctionnaires de Gaza? Est-ce que du côté de la CPI, quelque chose va pouvoir avancer, puisque apparemment, effectivement, il y a eu deux démarches absolument contradictoires, puisque, semble-t-il, l'autorité palestinienne est au frein dans ce processus. Qui y avait d'autres? Alors, faites passer, vous avez qu'à faire remonter, voilà, comme ça, le micro, mademoiselle, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste faire une petite remarque sur la CPI. En tant que juriste, je me le permets. Si je ne me trompe pas, il y a 120 États signataires et l'Israël est l'un d'eux, alors qu'ils n'ont pas ratifié. Oui. Ils ont dit qu'ils n'ont pas l'intention de ratifier le statut de Rome. Donc, les voies me semblent pour le moment assez bloquées. Et une autre remarque sur l'Égypte, c'est plutôt une question. C'est la compétence territoriale. Un crime commis sur le territoire d'un État qui a reconnu, ça déclenche la saisie du... Justement, et par conséquent, oui, mais du côté palestinien, si on considère que c'est un État observateur... Pas que les deux non, si le crime est commis sur un État, c'est une des deux compétences. Compétence de l'auteur du crime ou la compétence territoriale. Et là, c'est la compétence territoriale. Donc c'est pour ça que les Palestiniens ont toutes les chances d'y arriver, sous réserve des difficultés juridiques que j'évoquais. D'accord. Merci. Et par rapport à l'Égypte, en fait, Mohamed Morsi étant parti des frères musulmans, il avait plutôt une politique pro-islam, les pays musulmans plutôt. Et pour préparer sa chute, de ce que j'ai pu suivre, l'armée a dit qu'il aidait la Palestine au détriment de l'Égypte, alors qu'il y avait des problèmes d'énergie et de l'eau en Égypte. Et en quoi pensez-vous que ça fait partie de cette politique-là pour garder les liens avec l'Israël et par rapport à la politique interne d'Égypte, ce dont vous avez parlé, comme quoi ils n'ont pas ouvert les chemins entre la Palestine. Alors, voilà, très bien. On autogère. Oui, Dominique avait dit un mot sur ce que je voulais aborder, mais je vais quand même en dire un mot par la suite. Et en fait, faisant écho à l'article de Pierre Blanc dans La Croix sur les dérives du sionisme, il y a eu dans le dernier numéro de Politis un article de Michel Marchowski sur le glissement de la société israélienne vers le fascisme. Et preuve à l'appui et argument à l'appui, il expliquait que c'est un fascisme qui était manifeste et ostentatoire, et il avait un impact réel sur la politique israélienne. Ce n'est plus un fascisme idéologique, mais il a un impact sérieux et réel. Ce qui fait que finalement, la diplomatie n'a plus qu'à préparer finalement le prochain conflit, comme vous le disiez, et que comme désormais nous ne pouvons plus compter sur la diplomatie intérieure, sur les discussions de paix avec la politique israélienne pour aboutir à une solution, il n'y a plus que la solution imposée de l'extérieur. Donc c'est justement l'idée avancée par Marchowski et par Dominique évidemment, mais on n'en est que là finalement. Donc ma question c'est sur le glissement vers le fascisme. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être remédié, ou c'est irrémédiable désormais, et que ce n'est plus qu'une solution de force finalement, forcée par la diplomatie ou par d'autres moyens. Voilà. Une dernière question derrière vous, monsieur, là, vous avez, voilà, ce sera la dernière, parce qu'il est 20 et on arrête à 30. Et il y a toujours des frustrés, je sais bien, il faut revenir. Vis-à-vis de la situation en Israël, là,
la presse française a insisté à plusieurs reprises sur la multiplication des alias françaises. Des alias. Ah oui. Ah tiens, je voudrais intervenir là-dessus. Voilà, bah, écoutez, ça tombe bien parce que là, le micro est revenu vers nous. Tenez, en voici un. Alors, il faut se méfier, si vous voulez, de ces... Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Je suis d'accord. Mais parler d'Israël État fasciste, non, il ne faut pas suivre ça dans cette voie. Il y a peut-être des éléments. Alors, il n'y a pas de doute dans l'armée. Ce qui s'est passé dans l'armée. Ah oui, vous parlez des... Parce que c'était un officier israélien, un ancien officier israélien qui a participé à des offensives, à la répression contre l'intifada. Il nous a raconté tout ça. Et il nous a dit pourquoi le Tsahal a évolué. Et dans le sens avec ces bombardements, vous vous souvenez, en 2008-2009, comment ils étaient rentrés, disons, dans les appartements, pour se protéger, ils allaient en ouvrant, disons, des couloirs d'une maison à l'autre. Hein. Et puis là, ça a été d'une autre mesure, hein, bien entendu, avec ce qu'on appelle le protocole d'Hannibal. Vous savez ce que c'est que le protocole d'Hannibal? Quand il y a eu soi-disant un enlèvement, puis on s'est aperçu qu'il a été tué en fait par un kamikaze, ce soldat israélien qui a disparu, ils bombardent tout autour, et c'est là où il y a eu peut-être le plus de morts. Vous voyez, et lequel processus d'Hannibal est mis en cause aussi par beaucoup en Israël, parce que ça a provoqué des pertes. Et puis aussi, ça donne l'impression que tout doit être fait pour qu'il n'y ait pas de prisonniers vivants pris par le Hamas, parce qu'il y a la perspective d'échanges avec un millier, etc. Bon. Et alors, il y a une nouvelle évolution sur laquelle, finalement, est-ce qu'on sait beaucoup de choses, mais pas suffisamment, je pense qu'en Israël même, il y a des analyses, c'est l'emprise des religieux et l'emprise des colons sur l'armée. Et j'ai vu, je crois que c'est dans Haaretz, une déclaration, c'est une brigade très particulière de Tsahal, dont j'ai oublié le nom, en hébreu, et qui, avec un officier supérieur, disant c'est votre devoir d'aller tuer des Palestiniens au nom de Dieu. Hein, vous avez vu, c'est un article. Et puis c'est aussi parce qu'ils ont repris l'article proprement israélien. C'est quand même effrayant de voir. Pardon, oui. La Sayeret Matkal. Oui, voilà. Et donc qui agissent, ce sont parmi les plus aguerris des éléments. Donc il y a une évolution de Tsahal, c'est plus le Tsahal d'avant, qui avait quand même ses codes. Hein. On comprend le Tsahal. Et attendez, alors la dernière question là, qui m'intéressait, ah oui, sur la Halia, oui, effectivement. Alors peut-être que Joseph Baroud a des arguments. Pardon. Courbage, pardon, je confonds avec un autre Joseph, pardon, Joseph Courbage, et qui montre que finalement, c'est le vivier le plus important des Halia est en France, parce que c'est 20 000, paraît-il, hein, j'ai vu ça. Non, 5 000. 5 000. J'ai vu quelque part, là on me raconte n'importe quoi, et que c'est le double de l'année dernière. Ah bon, alors non. Ah ben voilà, pardon, alors c'est moi qui me trompe, hein, de 2005 à 5 000. Mais alors, il faut savoir, c'est quelque chose qui m'intéresse, quelles sont les motivations? Est-ce que c'est lié à des phénomènes d'antisémitisme ou à une perception économique? Voilà. Il faut remettre les choses, parce qu'après, il y a regarder ce qui est dit en Israël comme en France aussi, dans certains milieux, pour dire c'est les phénomènes d'antisémitisme qui provoquent cette alia, et effectivement, c'est pour des raisons économiques, et aussi, pour certains, dans les professions libérales, fiscales. Ce sont des gens qui sont franco-israéliens, qui ont à la fois une résidence à Paris et une résidence en Israël, qui font des allers-retours, des médecins, des avocats, parce qu'ils travaillent à la fois à Paris. Et donc, on les considère comme uniquement des citoyens israéliens, qui n'est pas la réalité. Voilà. Enfin, il y a ce phénomène qui mériterait qu'on s'y penche de manière, disons, très, très scientifique et très technique, ce qui apparemment manque. Pardon ? Exprimez-vous. Non, je vais juste rebondir sur trois petits points qui avaient été évoqués. Le premier, monsieur, vous parliez donc de la défaite d'Israël. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de montrer que dans la littérature du Hamas, et là vous me posiez la question, tous les documents de première main, etc., on utilise justement les propos d'Israéliens qui parlent de l'échec de la guerre à chaque fois pour montrer que le Hamas a gagné. Bon, c'est assez astucieux, mais c'est pas parce que les Israéliens ont perdu du point de vue israélien que le Hamas a gagné. Et je crois aussi qu'il ne faut pas minimiser l'importance de ces discours de défaite
au sein de la population israélienne et de la classe politique israélienne comme justement un clivage qui sert en fait de surenchère et de compétition politique au sein de la classe israélienne. Donc parler de défaite et de défaite de Netanyahou, c'est pas seulement, ça repose pas sur forcément du concret, mais on cherche à décrédibiliser Netanyahou dans une perspective d'élection prochaine, etc. C'est un enjeu de politique politicienne. Le deuxième point, c'est sur la destruction des tunnels et de l'appareil militaire du Hamas. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas tellement de détails hein, sur l'ampleur de la destruction des tunnels, de leurs roquettes, etc. Je crois quand même, moi je resterai en fait à très court terme, évidemment, mais c'est du court terme. Le Hamas a gagné en termes de prestige, mais il n'a quand même pas réussi à enlever un soldat, ce qui est quand même... il a eu beaucoup de luttes corps à corps avec des soldats israéliens. À chaque fois, ils ont été tués et ils ont prétendu avoir un soldat, et à chaque fois, ça s'est avéré faux. Donc là-dessus, quand même, je mettrai un étoile. Et puis, donc ça, c'est du court terme, mais tout de suite, on est très vite dans le moyen terme. Donc finalement, dans le moyen terme, le prestige... le Hamas auréolé de son prestige de combattant, je crois que même la population de Gaza est totalement désillusionnée et puis a vu ce qu'était le Hamas au pouvoir depuis 2007, qui n'a pas réussi à lever le blocus, qui n'a pas réussi à... Toutes les exigences des Palestiniens et des Gazaouis n'ont pas été du tout. Et puis le Hamas est accusé de corruption, d'avoir gagné beaucoup d'argent à travers le commerce des tunnels, au détriment de la population de Gaza. On parle de centaines de milliers d'euros, donc millions d'euros, pardon. Donc je crois que de ce point de vue, je resterai donc sur ma proposition première qui est défaite du Hamas. Votre question concernant le salaire des fonctionnaires et le futur des relations Hamas-Fatah, c'est pas les taxes hein, reversées par les Israéliens à l'autorité de Mahmoud Abbas qui va ensuite servir à payer les fonctionnaires de Gaza. Les taxes sont des taxes qui sont reversées à l'autorité pour ses fonds propres. C'est ensuite un autre système de financement qui doit servir à payer les fonctionnaires de Gaza. Je crois que la question importante, c'est celle de la reconnaissance. Le Mahmoud Abbas ne va pas coopérer avec le Hamas aussi parce que le Hamas n'est pas reconnu et reconnu par personne à part le Qatar. Donc si vous voulez, comment faire pour travailler de concert avec le Hamas dans un gouvernement dans lequel il y aurait des gens affiliés directement au Hamas si personne ne reconnaît le Hamas? Parce que dans ce cas, les fonds ne sont pas pour la reconstruction, n'arrivent pas à Gaza, on n'ouvre pas les points de passage, on ne lève pas le blocus, si vous voulez, pas de reconnaissance du Hamas depuis 2006 et le boycott du Hamas depuis sa victoire aux élections. Donc là, de ce point de vue, la question de la reconnaissance, je crois, est importante. Troisième point sur l'Égypte. J'avais pas très bien compris votre question, mais je crois que c'était un petit peu de savoir si, à l'époque de Morsi aidait, comme il a été critiqué par l'armée, d'avoir aidé et renforcé la cause palestinienne, aidé le Hamas dans ses tentatives d'effédéité de... C'est plutôt à quel point la politique interne d'Égypte a influencé son oui, bah alors... le rapport avec Palestine. Eh ben, Morsi, je dirais, il y a deux éléments importants. Morsi a d'abord, donc c'est pour ça que l'armée égyptienne a accusé Morsi d'avoir les mêmes intérêts que le Hamas, de partager des intérêts extraterritoriaux, etc. D'abord, c'est la question, Morsi a laissé le Hamas organiser ses élections internes au Caire, alors que l'armée demandait à Morsi d'abandonner cette idée. Finalement, il a autorisé, malgré la demande de l'armée de ne pas laisser faire, il a autorisé Khaled Meshal à organiser les élections du bureau politique donc, en mars 2012. Elles ont été organisées au Caire, en présence de Mohamed Badir et de l'intégralité du leadership des frères musulmans. Pendant la guerre, l'opération, mais elle a été très courte, hein, cette opération pilier de défense en novembre 2012, à l'époque de l'administration Morsi. Morsi a, comme geste de familiarité, de connivence, ce que l'armée égyptienne a décrit comme une connivence, a envoyé le Premier ministre, donc le Premier ministre de l'époque, Hicham Kandil, à Gaza le 3e jour de l'opération, alors que l'opération était toujours en cours. Donc ça a été encore un deuxième point qui a été l'objet de critiques de l'armée vis-à-vis de Morsi.
Et votre... Est-ce que j'ai répondu à votre question? Non, pas vraiment. Bon. Beaucoup de choses à dire. On va continuer. Parlez-en en direct. Oui, voilà. Bien, alors, écoutez, on va s'arrêter là. Juste une information. Quand il y a des personnalités politiques qui passent dans Paris sur les sujets qui sont les nôtres, on essaie de les capter. Et il se trouve qu'un diplomate, un jeune diplomate palestinien, qui joue un rôle très important, qui est un peu le symbole de la génération des diplomates palestiniens montants, c'est Majed Bania, sera là lundi dans un midi, c'est-à-dire de 12h30 à 14h. Vous êtes cordialement invités. Et pour terminer, je remercie infiniment Léla Assera et Yves Aubin de la Messusière.